Allez, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On est en train d'ouvrir la session tout doucement. En attendant que les personnes puissent se connecter, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Julien Paulet. Je suis l'animateur en fait de l'espace de coworking Le Tarmac. Vous voyez les jolies petites oreilles au-dessus de moi. Donc, espace de coworking Le Tarmac de la communauté de communes Cœur du Var. Donc, bienvenue à tous. On fait donc tous les 15 jours un webinaire thématique. Donc là, en l'occurrence, ça sera sur devenir micro-entrepreneur en 2021 avec ses nouveautés. Et on co-anime tout ça avec un de nos partenaires économiques, qui est donc le réseau BGE, boutique de gestion, qui est installé à Toulon et qui fait très régulièrement des permanences au sein de notre lieu, tout simplement, notre espace de coworking, tous les mois. Deuxième mardi de chaque mois pour information. Voilà, donc c'est un petit peu. Donc on va avoir du temps ce matin pour pouvoir vous donner un petit peu un maximum d'informations. S'il faut qu'on déborde après 10 heures, on débordera. On fera en sorte justement que vous puissiez poser toutes vos questions à la fin de chaque slide pour que ça soit le meilleur, hein, que vous n'attendiez pas 1 heure pour poser vos questions. Ça serait, entre guillemets, pas intéressant vu qu'on est un petit groupe parce que a priori, on va être moins de 10 personnes. J'attends juste qu'une personne se connecte à la fin. Marc, je te propose de te présenter. Comme ça, pendant ce temps-là, je check. Et puis, après, on va démarrer. Alors, check. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marc Do. Donc, je suis chargé de mission au sein de la BGE. J'ai intégré la BGE il y a pas longtemps, il y a 6 mois. Je suis un ancien chef d'entreprise. J'ai géré une entreprise jusqu'en 2019, jusqu'à fin 2019. Avant ça, j'ai travaillé au sein du groupe Casino comme responsable régional de développement. Ensuite, j'ai été directeur commercial pendant 9 ans dans le monde de l'industrie. Et puis, j'ai quitté ce poste de directeur commercial pour monter ma propre structure qui a racheté un fonds de commerce et que j'ai exploité sur la région de Bordeaux, en complément duquel j'ai créé une SASU, donc une société qui faisait du conseil au développement commercial des entreprises. J'ai tout arrêté en juillet 2019. Je suis revenu dans ma région d'origine, qui est le Var. J'ai pris un petit peu de vacances, j'en avais un peu besoin. J'ai tenté de racheter une structure qui était en vente sur décembre 2019, structure qui évoluait dans le domaine de l'événementiel. Alors, fort heureusement, le cédant n'a pas accepté mon offre de rachat, puisqu'en mars, la Covid arrivant, voilà, je suis mieux dans cette position aujourd'hui que dans la position si j'avais racheté effectivement cette structure en fin d'année 2019. Et donc, j'ai intégré la BGE en novembre 2020 pour effectivement essayer de faire partager mon expérience de gestion et de chef d'entreprise aux différents porteurs de projets qui se présentent à nous pour être accompagnés dans le cadre du montage de leur projet. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de participer à cette réunion pour vous parler, pour qu'on parle ensemble de la micro-entreprise, qui est un régime, le régime phare et le régime star depuis quelques années dans la création d'entreprise. Allez, super Marc, merci beaucoup. Juste donc pour Hélène qui vient de se connecter, voilà, on n'a pas encore démarré, on faisait juste les petites présentations. Donc moi, Julien Paulet, communauté de communes Cœur du Var au niveau du Tarmac. Marc Do, donc, qui est le conseiller expert au niveau de la boutique de gestion sur cette thématique de micro-entrepreneurs. On est un petit groupe, on est moins de 10. A priori, tout le monde est là. On a 2 absents, donc je pense, vu l'heure, qu'on va quand même démarrer. On va être sur une thématique donc micro-entrepreneur avec tout simplement une vingtaine de slides qui va vous permettre de mettre des détails là-dessus. Vous pourrez poser vos questions sur chaque slide, il n'y a pas de souci, il faut en profiter. Donc, c'est à ce moment-là que vous ouvrirez vos micros et que ça se passera tout pour le meilleur des mondes. Allez, je partage l'écran, que ça soit le plus simple. Julien, juste une question. Est-ce qu'on recevra les slides? Alors, les slides, tu peux les recevoir, ce n'est pas un souci. Je vais vérifier avec Marc, mais je pense que Marc, c'est bon, il n'y a pas de problème, hein? Oui, non, aucun souci. Bien Allez, ça, c'est pas un souci. Et de toute façon, on est en train d'enregistrer en même temps. Donc, faites votre plus gros sourire, puisqu'on pourra avoir un replay pour les absents ou pour d'autres personnes qui seraient intéressées a posteriori. Voilà, bah, écoute Marc, je te laisse démarrer, pas de souci. On ne dit pas de bêtises alors. Alors, on ne dit pas trop de bêtises, voilà, c'est l'objectif. Un petit peu quand même, mais pas trop. Voilà, on peut en je faire plaisante. un petit peu quand même, ça, si on va s'ennuyer sinon.
C'est ça. Bon, allez, on y va. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un régime particulier qui est le régime de la micro-entreprise, donc devenir micro-entrepreneur. Je vais tout d'abord vous présenter succinctement voilà, la structure BGE. Alors, la BGE, c'est une association, ce n'est pas une société, c'est une association financée en grande partie par des fonds publics, hein, par la région, dans l'accompagnement des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises. Donc, nous œuvrons dans l'accompagnement, dans un premier temps. Nous avons aussi une vocation à être centre de formation, puisque nous distillons des formations sur la création d'entreprise, toujours pareil. Et nous avons aussi une autre activité qui est la tenue d'ateliers, toujours sur la création d'entreprise, notamment pour Pôle emploi, ateliers qui se déroulent sur la demi-journée ou sur une journée complète, toujours sur la création d'entreprise. C'est une association nationale, donc nous sommes dépendants de l'antenne de Marseille, qui est le siège, et nous avons des bureaux à Toulon. Nous faisons des permanences, effectivement, sur le tarmac le deuxième premier mardi de chaque mois, mais aussi des permanences sur Brignoles ou sur Ops notamment, mais sur Draguignan. Sur tout le Var, on a des permanences où on peut effectivement vous accueillir dans le cadre d'un rendez-vous d'accueil et d'un entretien individuel sur votre projet et pour évoquer ensemble votre projet. L'accompagnement, c'est un accompagnement qui dure sur 1 an. Donc, on vous accompagne dans la création, dans la phase anté-création, donc tout ce qui est éléments constitutifs, et dans la phase post-création, dans le suivi de votre activité. Voilà. La micro-entreprise, aujourd'hui, c'est un régime spécifique fiscale d'une structure juridique. Voilà. L'entreprise, c'est une structure juridique. Et quelle que soit cette structure juridique, vous allez changer de statut. Vous allez passer chef d'entreprise, parce que être micro-entrepreneur, c'est aussi être chef d'entreprise. C'est pas un chef d'entreprise moins bon ou moins important qu'un autre, c'est un chef d'entreprise. Et donc, on va évoquer aujourd'hui ensemble ce qui est réellement le fait d'être chef d'entreprise, les étapes qui sont nécessaires avant de s'y matriculer, alors que ce soit pour une structure autre, mais aussi pour la structure de micro-entreprise. Et on fera un focus effectivement sur les spécificités de la micro-entreprise et du métier ou du futur métier de micro-entrepreneur. Ça marche. Alors, juste avant que Marc puisse rentrer un petit peu dans les détails, vu qu'on n'est pas nombreux, on va peut-être se faire un petit tour de table rapidement pour que chacun un petit peu puisse se présenter, surtout qu'on puisse, avec Marc, savoir dans quelle situation vous êtes par rapport à vos objectifs. Comme ça permettra à Marc de répondre encore plus de manière précise. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui est en train d'arriver. Allez, c'est chouette, c'est super. Donc, on va démarrer par exemple par Hélène. Hélène, est-ce que tu peux te présenter? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Bon. Le réseau ici, sur les maillons, des fois ça dysfonctionne, donc je ne sais pas si toutes mes paroles vont arriver. Allez, pas de souci, on va en profiter vu que ça marche maintenant. Allons-y, allons-y. Alors, donc, moi, je suis en contact avec Monsieur Marc Do pour créer mon entreprise, ma micro-entreprise. Donc là, j'ai été licenciée, donc j'ai fait un abandon de poste. Et donc, c'est en cours. Je dois voir Marc Do pour continuer donc, dans mes démarches pour créer mon entreprise. D'accord. Qu'est-ce que vous allez créer, Hélène? Alors, j'ai 2 objectifs, 2 projets. Je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre ensemble, mais c'est devenir praticienne Reiki et magnétiseur. Et d'un autre côté, je voudrais faire aussi dame de compagnie. Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas si je peux relier les deux. Je me suis inscrite récemment là, à Pôle emploi. Et donc, pour l'instant, j'ai mis dame de compagnie. D'accord, ça marche, pas de souci. Merci beaucoup, Hélène. Merci, merci. Mylène, est-ce que tu veux te présenter et puis voir un petit peu dans quelle situation tu es? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mylène Pinto.
En reconversion depuis 2 ans et quelques, une des premières coworkeuses au Tarmac, et merci au Tarmac d'exister et de nous faire rencontrer plein d'accompagnants. J'ai créé en mode associatif une communauté de professionnels du bien-être à travers éveilduvar.com, qui est un portail web dédié aux Varois et Varoises pour trouver de manière éthique, sans aucune publicité, toute information à travers agenda annuaire et lexique. Et je me suis formée parallèlement à cela en tant que coach de vie, principalement avant d'aller vers le monde des entreprises. Je suis certifiée depuis septembre et là, je compte m'immatriculer pour cette activité-là à partir du 1er avril. Donc, ça tombe à point nommé. Super, super. Merci beaucoup, Mylène. Merci, merci. Céline, est-ce que Céline veut bien se présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Céline Vicenty, je suis moi-même micro-entrepreneuse donc, depuis octobre 2020, donc c'est tout récent. J'ai créé une structure indépendante de formation en anglais sur le cœur du Var, donc très exactement à Cabas. Et j'ai été porteuse de projet avant ça pendant 2 ans, suivie par la BGE, suivie par l'UPV également, puisque je suis dans un cadre un peu particulier où j'ai été subventionnée par l'AGFIP pour créer mon entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plus là pour en apprendre un peu plus sur d'éventuelles modifications dans le statut du micro-entreprise en 2021 et éventuellement les modifications en termes social, fiscal, etc. Voilà. Allez, super. Merci Céline, merci beaucoup. De rien. Serge, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Allez, bonjour. Moi, je suis un peu comme Céline. Bon, je suis en attente de mon immatriculation. Je me suis enregistré. J'ai fait une formation par la Chambre des métiers à la micro-entreprise. Et puis, voilà, je viens, donc, comme je disais, comme Céline, pour voir un peu il va y avoir des évolutions cette année au niveau social et autres. D'accord. Et Serge, qu'est-ce que tu fais comme… Ouais, vas-y, dis-moi. Moi, j'étais menuisier et pour des problèmes de santé, j'ai été licencié pour inaptitude, mais je peux encore faire, je pense, mon métier, on va dire, en petit. Et c'est pour ça que, comme je ne trouve pas non plus de travail dans le coin, j'ai décidé de montrer une micro-entreprise en agencement seulement de menuiserie. Je fais plus tout ce qui est la grosse menuiserie, genre charpente, pose de grosses fenêtres et tout ça, parce que c'est ce qui m'a coûté mon métier, en fait, on va dire. D'accord. Et tu es sur quelle commune, sans indiscrétion? Alors, je suis sur Gonfaron. Ah, ok, ça marche. Bon, super. Bienvenue. Pas de souci, merci beaucoup. Mickaël, est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr. Bonjour toutes et tous, et spécialement Céline. Je suis aussi à Cabas. C'est pas loin. Je suis anglais, mais je transfère des États-Unis. En États-Unis, j'ai un micro-entrepreneur et je travaille dans les startups. Je fais le marketing digital et aussi je fais le conseil pour lancer les petites boîtes mondiales, mais ça change. Maintenant, je déplace à Cabas et c'est un peu mi-temps, mais maintenant, c'est prévu cette année pour tout le temps ici et je cherche juste le networking et les amis à côté. Et peut-être je relance la boîte ici, mais c'est juste ouvert à ce moment. Ok, super. Merci Mickaël, merci beaucoup. Margot, qui est arrivée un petit peu en dernier, je crois, si je ne m'abuse. Margot, est-ce que tu viens de te présenter? Oui, bonjour. Oui, je suis arrivée un peu en retard. Pas de souci, hein, c'est pas une… C'était pour mettre dans l'ambiance. Alors moi, je me présente, donc je suis Margot. Alors moi, je suis sur Colobrières. Ok. Alors moi, je suis dans un projet familial qui est plutôt agricole à la base. Donc c'est une reprise d'exploitation ovine et on s'intéresse beaucoup à la laine. Et en fait, la laine n'est plus un produit agricole une fois qu'elle est lavée, donc il faut un statut. Et l'idée, c'est donc de transformer en produit fini. Donc déjà, d'obtenir des pelotes, ce serait bien. Ensuite, nous, c'est formé au tissage, donc de proposer des produits tissés, mais aussi des prestations de services autour de la laine, de l'art-thérapie, des stages, de l'initiation, de l'animation. Et on aimerait, en fait, vu qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un déchet, la laine pour les éleveurs, en fait, répandre nos pratiques et réussir à offrir un nouveau débouché aux éleveurs.
Voilà. Et du coup, le statut, je ne sais pas encore lequel on veut prendre et j'essaye d'obtenir des informations sur les différents statuts et celui qui nous correspondrait le mieux. D'accord, ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci, merci. Et Maude, en dernier alors, est-ce que Maude, tu peux te présenter? Oui, alors déjà merci pour m'avoir accepté au dernier moment. Pas de souci. Alors, moi, j'ai déjà vu Marc parce que Pôle emploi en fait, m'avait mis en relation pour faire une journée en fait. Donc, ça avait été vraiment très, très intéressant ce qu'il nous avait apporté. Et je devais normalement le recontacter, mais en fait, il savait parce que j'ai suivi la formation, mais de mon lit, parce que j'avais eu un souci de santé. Et en fait, bref, ça s'est encore aggravé après, mais là, ça va. Normalement, c'est bon. Donc, j'étais partie pour contacter Marc en dehors. Je pense que de toute façon, c'est ce que je vais faire aussi parce que voilà. Donc, en gros, je suis une ancienne instite en école privée, voilà, éducatrice Montessori aussi. Je faisais l'anglais aussi au primaire. Et là, en fait, après plusieurs échecs au concours, j'ai décidé en fait de pouvoir aider les enfants, adolescents et voire même les adultes aussi à mon compte, en fait. Donc, je suis psychopédagogue certifiée. Et donc, je compte, normalement, je devais monter ma micro-entreprise en janvier, mais donc ça a été retardé. Et là, j'espère m'immatriculer pour le 1er avril aussi. Voilà, donc je suis toujours un peu perdue au niveau de la paperasse, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc, alors psychopédagogue, en gros, c'est aider les personnes, on va dire, atypiques, mais pas seulement, à exploiter leur potentiel, retrouver confiance en eux, donc apprendre à apprendre, retrouver le plaisir d'apprendre, voilà, par plein d'outils un peu concrets. J'ai du Vitose, gestion mentale, Brain Gym, tout ça. Voilà. Ok, super, super. Merci beaucoup, Maude. Merci, merci. Et je crois que tout le monde s'est présenté, donc on est tout bon. On avait juste un seul absent, donc c'est parfait. Et je vais redonner la main du coup à Marc pour pouvoir continuer en fait tout simplement cette présentation. Comme ça, c'est plus facile pour nous de pouvoir un petit peu adapter ce qu'on va dire. Allez, je te laisse continuer, Marc. Merci. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, la micro-entreprise, on a souvent tendance à parler de la micro-entreprise comme si c'était une entreprise en elle-même. Il faut savoir que la micro-entreprise, c'est un régime fiscal. Ça dépend effectivement d'une structure juridique qui s'appelle l'entreprise individuelle. Donc le fait de rentrer et d'être une micro-entreprise, vous êtes réellement, on appelle ça réellement dans les termes, vous allez être sur le point de créer une entreprise individuelle avec un régime fiscal de micro-entreprise. Tout ça pour vous dire que vous serez chef d'une entreprise individuelle. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation dans le monde des entreprises ou dans les structures d'entreprise. Vous n'avez pas une moins-value à être en entreprise individuelle, en micro-entreprise, ou être en SARL, ou en SASU, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quel autre titre de structure juridique. Vous avez effectivement en France plusieurs titres et plusieurs statuts et plusieurs structures juridiques qui sont adaptées à vos projets. Et le plus important dans votre réflexion, c'est d'adapter, de trouver le statut, la structure et le régime fiscal le plus adapté à votre projet, de façon à ce que vous arriviez à optimiser un maximum ce projet sur un plan essentiellement financier. C'est la raison pour laquelle on va déjà expliquer que le micro-entrepreneur, on va l'appeler comme ça, est un chef d'entreprise, tout comme un gérant d'SARL, un gérant de SASU, un président de SASU, c'est un chef d'entreprise. Aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est prendre conscience que tout repose sur vous, que vous êtes responsable de tout et que vous devrez avoir les solutions à toutes les problématiques qui vont se proposer, qui vont se poser à vous. Des problématiques financières, des problématiques fiscales, des problématiques juridiques, des problématiques humaines, des problématiques commerciales. C'est vous, en tant qu'entrepreneur individuel, qui devrez être et qui devrez apporter les solutions à ces problématiques-là. Vous n'êtes plus dans le cadre aujourd'hui d'une structure où vous n'êtes pas seul. C'est l'une des spécificités de l'entreprise individuelle. Vous êtes seul et vous devez donc avoir effectivement cette responsabilité et avoir les solutions à ces choses qui sont généralement qu'on n'aura pas réellement prévues. C'est la raison pour laquelle, sur cette slide, vous avez, et on indique bien qu'en étant chef d'entreprise d'une micro-entreprise, d'une entreprise individuelle,
vous êtes responsable de tout, de la production, de l'administratif, du financier et du commercial. Voilà, c'est vous qui devrez avoir les solutions à apporter et faire en sorte, en amont, d'éviter d'être confronté à ce genre aux difficultés et aux problématiques qui vont s'opposer à vous. D'accord ? Le tout, vous allez devoir le faire, pardon Julien, le tout, vous allez devoir le faire dans une certaine sérénité, puisque je ne prends jamais que des bonnes décisions et on ne trouve jamais que les bonnes solutions quand on travaille dans la sérénité. Et pour gagner dans cette sérénité, ben, vous allez devoir passer par différentes étapes. Alors, quelle que soit, encore une fois, la structure juridique que vous allez choisir. Ça vaut aussi pour une structure juridique d'entreprise individuelle en micro-entreprise. Vous devrez effectivement passer pour être serein dans l'exploitation de votre future activité par des étapes qui sont obligatoires, à savoir l'étude de marché. L'étude de marché qui est d'identifier quels vont être vos cibles clients, quels sont leurs moyens, où ils se trouvent, quelles sont leurs habitudes de consommation. Donc, vous allez devoir effectivement connaître le marché sur lequel vous allez évoluer. Parce qu'il faut rester lucide, il faut rester humble. Pour la plupart des cas, vous n'allez pas inventer un nouveau marché, vous allez venir vous greffer sur un marché existant. Et pour savoir effectivement comment vous allez pouvoir le pénétrer et comment vous allez pouvoir vous y installer, il faut le connaître. Et le fait de le connaître va vous permettre notamment de trouver les moyens qui vont vous différencier des concurrents en face de qui vous allez être. Et cette étude de marché va vous permettre effectivement de trouver et d'apporter des solutions différentes de celles de vos concurrents. Ensuite, on va faire effectivement une étude financière. L'étude financière, c'est simplement savoir qu'est-ce que va pouvoir générer comme revenu mon activité ou ma nouvelle activité dans la structure telle que je vais la créer. Est-ce qu'elle va être capable de me générer un revenu, Est-ce qu'elle va être capable d'assumer les charges financières qu'elle a, prêt ou pas prêt, charges de structure ou charges bancaires. On va donc faire une étude et vous devrez faire une étude financière pour justifier de la viabilité de votre projet. Suite à ça, et seulement suite à ça, effectivement, on va faire une étude juridique, sociale et fiscale de votre projet. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'étude juridique du projet, on a souvent tendance, et moi je l'ai eu aussi dans mon expérience, l'idée de dire je veux créer tel type ou tel type de structure. Il faut savoir que c'est la dernière étude que l'on doit faire, c'est ça. Pourquoi ? Parce que l'étude juridique va dépendre de tout un tas d'éléments que vous aurez pu relever dans l'étude de marché, dans l'étude financière, et qui va orienter vers telle ou telle structure. Ne partez pas bien en tête en disant je veux faire une micro-entreprise ou je veux faire une entreprise, une SARL, une SASU ou je ne sais quoi, parce que c'est les études que vous aurez fait au préalable qui justifieront et qui vous orienteront vers la meilleure structure et le meilleur régime fiscal de votre future activité. Voilà. En effet, vous avez des cas où le régime, la micro-entreprise n'est pas adaptée à votre activité. Et elle peut effectivement faire d'une entreprise, l'erreur au niveau du choix que vous allez faire sur le régime fiscal et sur la structure de votre entreprise, la structure juridique, peut effectivement faire que votre activité soit viable ou pas viable. Juste ce choix-là peut effectivement avoir une incidence sur la viabilité, sur la rentabilité de votre future activité. Et ensuite de ça, une fois qu'on a identifié tous ces éléments, effectivement, on peut envisager le démarrage de votre activité. Donc, dans ces différentes structures, vous avez effectivement l'entreprise individuelle sous le régime de micro-entreprise. Voilà. En France, on a deux structures existantes. Vous avez l'entreprise individuelle et vous avez la société. Bon. L'entreprise individuelle va se diviser en deux sous-régimes, les régimes fiscaux, notamment celui de la micro-entreprise. Et ensuite, vous avez un autre régime fiscal qui s'appelle le régime fiscal du réel. D'accord ? Partez du principe que vous n'êtes pas cloisonné, vous n'êtes pas enfermé dans le régime de la micro-entreprise. Vous pouvez très bien commencer votre activité en micro-entreprise et après dériver vers un régime fiscal différent qui va suivre l'évolution de votre activité. Voilà. La micro-entreprise, donc, comme il l'est noté sur ce slide, c'est une entreprise individuelle. D'accord ? C'est un système qui a été créé en 2008 et qui permet effectivement à toute personne d'exercer une activité de profession indépendante. Alors,
ce n'est pas un cadeau qu'a fait l'État, hein, on va être clair. Aujourd'hui, c'est un système qui a été créé. Au départ, c'était pour pouvoir encadrer juridiquement et fiscalement les personnes qui faisaient en complément d'une activité salariale des petits travaux de bricolage, des petits travaux de repassage à domicile et qui percevaient ça, je dirais, de la main à la main. Donc, l'État a mis en place ce nouveau régime fiscal de la micro-entreprise pour pouvoir encadrer ces petites activités complémentaires à une activité salariale. Bon. En 2016, ce régime a été revu. On est passé du statut de auto-entrepreneur, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, au statut de micro-entrepreneur. Et on a relevé les taux et les seuils de chiffre d'affaires, parce que vous allez voir, l'une des particularités de la micro-entreprise, c'est que vous avez des limitations au niveau du chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser. En effet, donc en micro-entreprise, la première spécificité, c'est que vous êtes limité au niveau du chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser. Le chiffre d'affaires, il va être limité en fonction de l'activité que vous allez réaliser. Si vous êtes sur une activité de prestation de service ou une activité libérale, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui est limité à 72 600 euros. Si vous êtes sur une activité d'achat-revente, et vous allez être limité à un chiffre d'affaires de 176 200 euros. Alors pourquoi le fait d'avoir une telle différence? C'est parce que, vous pouvez le comprendre, sur une activité d'achat-revente, vous avez des frais d'achat qui sont nettement plus importants que sur une activité de prestation de service. Donc, vous ne pouvez avoir une rémunération uniquement tirée que sur la marge, ce qui n'est pas le cas sur la prestation de service. Donc, on a limité, effectivement, il a été limité le plafond de chiffre d'affaires avant 2016, les plafonds de chiffre d'affaires étaient divisés par deux. Globalement, c'était 36 000 euros pour une activité de service, de prestation de service, et c'était 90 000 ou 86 000 et quelques pour une activité d'achat-revente. Voilà. Donc, ces plafonds ont été relevés. Alors, l'autre spécificité de la micro-entreprise, du régime de micro-entreprise, c'est que vous êtes ce qu'on appelle en franchise de TVA. Alors ça, c'est un petit peu particulier à comprendre. Il faut bien dissocier cette notion de la notion de limitation de chiffre d'affaires. Alors, tout ça pour vous expliquer que, par exemple, si vous êtes en micro-entreprise et que vous êtes en prestation de service, comme on l'a vu précédemment, vous avez un chiffre d'affaires qui est limité à 72 500 euros. D'accord ? Dans cette limitation de chiffre d'affaires, vous avez une franchise de TVA qui va jusqu'à 36 500 euros. À savoir que si vous faites de 0 à 36 500 euros, vous serez en franchise de TVA. Ça veut dire que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, c'est que vous ne récupérez pas la TVA sur les achats que vous allez pouvoir faire dans le cadre de votre activité et vous ne facturez pas la TVA auprès de vos clients. Donc ça, c'est situé dans un chiffre d'affaires de 0 à 36 500 euros. Entre 36 500 euros et 72 000 euros, 72 500, vous êtes assujetti, comme toute autre entreprise, à la TVA. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats et vous devez facturer de la TVA. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'activité prestation de service. Pour l'activité achat-revente, qui est limitée à 176 000 euros, globalement, j'enlève les centimes, vous avez une franchise de TVA qui va jusqu'à 94 300 euros. Donc pareil, de 0 à 94 300 euros, vous êtes en franchise de TVA, donc vous n'êtes pas assujetti à la TVA, et au-delà de 93 400, vous êtes assujetti à la TVA comme toute autre entreprise. Bon. Comment est-ce qu'on peut justifier et savoir quand est-ce qu'on va être à ce niveau de chiffre d'affaires, à ces 36 501 ou 36 500 euros? En fait, il faut bien intégrer qu'en entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise, vous devez tenir compte du chiffre d'affaires encaissé. Vous ne devez pas tenir compte du chiffre d'affaires facturé. Faites bien la distinction entre le chiffre d'affaires encaissé et le chiffre d'affaires facturé. Par exemple, si demain vous faites une prestation chez un client fin mars, par exemple, vous lui faites une facture, le client vous paye en avril, vous ne pourrez pas déclarer sur mars ce chiffre d'affaires, puisque vous ne l'avez facturé au mois de mars, mais vous n'allez l'encaisser qu'au mois d'avril. Donc, vous devrez déclarer ce chiffre d'affaires pour un travail qui a été fait au mois de mars, certes, mais que vous n'allez encaisser au mois d'avril, vous devrez déclarer ce chiffre d'affaires au mois d'avril. Donc, vous devez déclarer à l'URSSAF et aux autres organismes auxquels vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires encaissé. Ne faites bien la distinction entre ça, entre le chiffre d'affaires encaissé et le chiffre d'affaires facturé. Bon.
Quand vous êtes dans le cadre de cette franchise du TVA, donc je rappelle pour la prestation de service jusqu'à 36 500 € et pour l'achat-revente jusqu'à 94 300, vous devez obligatoirement indiquer sur les factures que vous devez réaliser suite à vos prestations la phrase TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. C'est une obligation. Comme vous devez aussi mettre sur votre montant, sur le montant de la facture, le sigle hors taxe. Vous devez effectivement indiquer ça tant que vous êtes dans cette franchise TVA. Une fois que vous êtes passé outre la franchise TVA, vous enlevez cette phrase et vous appliquez les TVA comme toute entreprise assujettie à la TVA. D'accord ? Je te coupe un tout petit peu, Marc. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce qu'on est rentré un petit peu dans le vif du sujet? Voilà, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est entreprise individuelle, au niveau du statut juridique, c'est tout bon. Est-ce qu'au niveau du plafond, des nouveaux plafonds, entre guillemets, de chiffre d'affaires, c'est tout bon? Et surtout, cette fameuse subtilité, entre guillemets, sur le mécanisme et la gestion, entre guillemets, de la TVA, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? N'hésitez pas, on est un petit groupe, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. Non, je comprends, mais c'est compliqué quoi, pour moi. C'est vraiment un truc… C'est quoi qui est compliqué, Maud? Enfin, je veux dire, là, je comprends et je retiens, mais je ne suis pas sûre, comment dire, que dans le temps de lancer, tout ça, je pense à tout ça, quoi, parce qu'il y a plein de choses au niveau compta, au niveau fiscalité. Enfin, j'ai peur d'être débordée, en fait. Je ne sais pas comment vous faites. Non, c'est très, très simple. En fait, non, il faut démystifier tout ça. C'est un régime qui permet effectivement administrativement d'avoir que peu de contraintes administratives. Vous allez effectivement pouvoir identifier, alors en complément, mais ça, on va le voir après, vous allez pouvoir identifier effectivement le niveau de chiffre d'affaires parce que l'une des contraintes administratives et notamment comptable de ce régime fiscal qui est la micro-entreprise, c'est que vous allez devoir tenir un livre des recettes. D'accord, oui, c'est vrai. Du fait que vous alliez devoir tenir un livre des recettes, vous allez être au fait quotidiennement, mensuellement, et même à chaque instant, de l'état de votre chiffre d'affaires et de là où vous en êtes de votre chiffre d'affaires. Donc, effectivement, si vous n'aviez pas cette contrainte de maintien de suivi de livre de recettes, vous auriez du mal à identifier le niveau de chiffre d'affaires auquel vous vous retrouvez. Mais comme vous avez cette obligation, vous savez exactement où vous en êtes. D'ailleurs, Marc, je ne sais pas si c'est la question que je vais poser ici, mais en fait, j'ai eu aussi accès à un stage de l'ARAPL qui était comment dire, proposé, quoi, donc je l'ai pris. Mais eux nous disaient que nous étions, même en micro-entreprise, un peu obligés de prendre un logiciel de comptabilité. Non, c'est faux, c'est absolument faux. D'accord. Non, c'est faux. La seule contrainte comptable, et c'est justement l'un des intérêts de la micro, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire appel à un comptable, vous n'avez pas de suivi de comptabilité, voilà, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de notion de frais en micro-entreprise, vous ne pouvez pas récupérer vos frais, il n'y a pas de notion de TVA, hormis quand on dépasse ce seuil, cette franchise de TVA, la seule contrainte, c'est de tenir un livre des recettes. Livre des recettes, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question concernant les prestations, les prestations de services à la personne qui génèrent par rapport au client un crédit d'impôt. Donc, par rapport à la TVA, comment ça se passe? Comment facturer? Vous n'avez pas de TVA. Il n'y a pas de TVA. Non, vous n'avez pas de TVA. La micro-entreprise, hormis, encore une fois, le cadre de la franchise, mais ne tient pas compte de TVA. Vous n'êtes pas assujetti à la TVA. D'accord. Donc, en fait, les personnes qui vont, si vous rentrez dans le cadre de la réduction d'impôt par rapport aux services à la personne, c'est que si vos services, effectivement, les services que vous allez proposer rentrent dans la liste des produits qui sont déductibles au niveau fiscal. Voilà, il y en a certains et il y en a d'autres non. Exactement. Ils déduiront la somme qu'ils auront à payer. C'est-à-dire que si demain vous leur facturez 80 € hors taxe, parce que il n'y aura pas de TVA, ils déduiront, donc ils auront 50% de ces 80 €. D'accord. Donc, quand je fais la facturation, il faut vraiment que je facture que ce qu'ils peuvent déduire de leurs impôts. Non, vous facturez, vous, ce que vous avez à facturer, et après, eux feront leur déclaration fiscale. La déduction se fera automatiquement par rapport à ce qu'ils auront payé dans le cadre du service à la personne. Et ça, la TVA ne rentre pas en compte là-dedans. D'accord, très bien. Ça va, j'ai compris. Merci. Sans Colette, on s'appelle lundi, donc on va en discuter. Oui. C'était un peu long, un mois là, sans se parler. Je suis quelqu'un d'attachant. Ça va. Vous avez bien reçu mes mails, en fait.
Oui, j'ai tout reçu. Bon, ça Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Il faut vraiment intégrer cette notion de franchise de TVA. Souvent, on a souvent tendance à confondre la franchise de TVA, comment dire, la limitation de chiffre d'affaires, surtout que, comme je vous le disais, avant 2016, ben, le seuil de chiffre d'affaires obligatoire, quoi, maximal, pardon, était globalement au montant de la franchise de TVA. Donc, c'est vrai que des fois, on fait on fait l'amalgame entre les deux. Mais bon, dissociez bien ça. Vous pouvez faire jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires, d'accord? Mais dans ce montant maximum, pardon, il y a effectivement une franchise TVA à ne pas dépasser. Et c'est d'autant plus important au niveau de la. J'aurais tendance à dire que c'est d'autant plus important au niveau de l'étude de marché que vous allez faire et donc de l'estimation de votre chiffre d'affaires que vous allez réaliser au niveau de votre entreprise, de bien identifier ça. Pourquoi? Parce que je vais vous donne un exemple. Si demain vous faites de la prestation de service et que vous estimez ou que vous pensez que votre entreprise va réaliser entre 30 000 et 35 000 euros de chiffre d'affaires, donc vous allez rester en franchise TVA. Donc vous allez savoir que vous n'appliquerez pas cette TVA au niveau de votre client. Donc, vous allez faire un tarif, par exemple, de 100 euros pour cette prestation. Sachez une chose, c'est que si vous avez mal identifié ce volume d'activité que va générer votre entreprise et que vous dépassez rapidement ce seuil des 36 500 euros, donc ce seuil de franchise de TVA, vous allez devoir facturer de la TVA à vos clients. Donc, vous allez devoir augmenter vos prix de 20%. Si je peux me permettre, oui. On m'a indiqué il y avait une tolérance sur une année, 1 ou 2 années. Non, mais la tolérance, la tolérance, c'est par rapport au changement de régime fiscal. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez faire, si vous êtes au-delà de ce seuil. Alors, la tolérance, elle veut dire c'est sur le maintien du régime fiscal de la micro-entreprise. Elle ne veut pas dire sur le fait que vous ne payez pas de TVA. D'accord. On va avoir si une on tolérance. dépasse les 76 000… Vous allez passer directement sur un régime fiscal au réel. C'est pour ça que vous resterez en entreprise individuelle, d'accord? Mais vous sortirez du régime fiscal de la micro-entreprise et vous basculerez automatiquement sur un régime fiscal au réel. Mais elle ne vous exonère en rien de payer de la TVA une fois que vous avez passé le… D'accord, ce n'est pas sur le point de la TVA, c'est sur le fait de rester en micro sur une tolérance d'1 an. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord? Donc, pensez bien à identifier dans l'étude de marché. C'est la raison pour laquelle on étudie effectivement le statut, la structure et le régime fiscal toujours en dernier, parce que vous allez avoir des éléments qui vont être plutôt favorables ou non à tel type ou tel type de régime. Alors, je parlais du seuil de chiffre d'affaires par rapport à la TVA que vous allez appliquer ou non à vos clients. Donc, effectivement, si vous avez mal identifié votre chiffre d'affaires, vous allez devoir, à un moment de l'année, augmenter vos prix de 20% parce que vous allez être assujetti et vous allez devoir payer et facturer cette TVA. Donc, ou vous allez effectivement surfacturer vos clients de 20%, ou vous allez prendre sur votre marge ces 20% que vous allez devoir rémunérer, vous allez devoir payer en TVA. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il est dans le ciblage de vos clients. Pareil, dans l'étude de marché, vous allez être amené à cibler vos clients et quels vont être vos clients. Sachez une chose, c'est que si vos clients sont essentiellement des particuliers, ça ne pose pas de problème. Si vos clients résident essentiellement des professionnels, peut-être que le fait que vous soyez franchise de TVA, donc eux ne puissent pas récupérer la TVA sur les prestations que vous allez leur proposer, peut être un frein à votre développement commercial. Voilà, il faut l'intégrer comme ça, dans ce sens-là. Est-ce que le fait d'être en micro-entreprise et donc d'être hors TVA, est-ce que si mes clients sont que des professionnels et qu'ils n'auront de ce fait pas la possibilité de récupérer cette TVA, est-ce qu'effectivement ça peut être un frein à mon activité commerciale? Un petit détail, s'il vous plaît. Est-ce que le livre de recettes peut être un tableau Excel? Oui. Oui. J'ai une question. Quand vous dites professionnel, quand on parle d'institutions, si on veut faire des services à des institutions, eux, ils récupèrent la TVA aussi? Je ne sais pas. Je sais pas au niveau des institutions, de l'administration, s'il y a une notion de TVA. Je ne pourrais pas vous répondre. Mais je parle de professionnel, je parle de toute personne qui serait susceptible de pouvoir et d'être sensible au fait de récupérer de la TVA. Après, au niveau de l'administration, il faudrait se renseigner si effectivement il y a cette notion et s'il y a une récupération de TVA, je ne pourrais pas vous répondre à ça. Merci. Mais bon, il suffit de regarder, ça vaut effectivement l'intérêt.
J'ai une question par rapport à ce plafond de 36 000 euros, bon, qui peut être un peu en dessous selon les années. Comment est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est à partir de la date d'immatriculation de la société pendant 12 mois ou bien est-ce que c'est sur une année calendaire? Non, c'est à partir de l'immatriculation. Votre D'accord. entreprise, elle va exister à dater de l'immatriculation, donc à la réception de votre numéro de SIRET. Elle va exister à partir de ce moment-là. D'accord, entendu. C'est sûr, c'est à partir de c'est à partir de cette, comment dire, c'est à partir de cette date-là jusqu'à la fin d'année calendaire, d'accord, au prorata de la durée, hein, d'accord, que vous allez faire, et après c'est sur l'année civile. Et ensuite c'est calendaire, d'accord, donc c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Voilà. Mais si vous immatriculez par exemple au 1er juin, on va prendre simple, hein, pour que les calculs soient simples, il est tôt ce matin, je n'ai pas les neurones tout allumés. Si on va dire que si effectivement au 1er juin, vous allez ce plafond de chiffre d'affaires ne va pas être de 72 000, il va être de 36 000 euros, puisque ça sera sur la demi-année. D'accord? Alors pour la TVA, ça sera moitié moins. Bien évidemment. D'accord. Ça serait trop facile. Oui, exactement. Okay. Ça serait trop facile. Donc, si je reformule, ça veut dire que si on est immatriculé au 1er juin, on a le plafond jusqu'au 31 décembre à ne pas dépasser de 36 500. Donc, on a un petit peu plus de latitude. 72 divisé par 2. Non, je parle de TVA, là, je ne parlais pas de… Non, enfin, les deux… Oui, pardon? Oui, tout à fait, allez-y, pardon. Voilà. Donc, en fait, la première année où on s'immatricule, on a les mêmes plafonds et on a plus de latitude si on s'est immatriculé en cours d'année. Non, parce que c'est ce qu'on appelle au prorata temporis. Donc, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si effectivement, on va prendre l'exemple de juin, vous allez effectivement passer, vous êtes en prestation de service, vous avez une limitation de chiffre d'affaires jusqu'à 72 000 euros. Bon, on va prendre simple, on va enlever les virgules. Donc, au 1er juin, c'est la moitié de l'année. Donc, vous allez passer d'un plafond de chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas réaliser plus de 36 000 euros, la moitié de 72 000. D'accord? La TVA, c'est la même chose. Vous allez être en franchise de TVA, non pas à 36 500 euros, mais vous serez en franchise de TVA jusqu'à 18 000 et quelques euros. Tout est en fait ce qu'on appelle prorata temporis. D'accord? Et deuxième question, je pensais moi m'immatriculer au 1er avril, mais en réalité, vous êtes en train de me dire que je ne serai pas immatriculée au 1er avril. Ah non, pourquoi je ne vous ai jamais dit ça? Non? Parce que vous avez dit qu'on était immatriculé à partir du moment où on recevait notre SIRET. Et vous allez vous immatriculer où? Sur URSSAF, enfin sur le site. Vous dépendez de quelle chambre consulaire? Alors, ce que je souhaiterais faire, moi je vais faire du coaching donc. Donc vous êtes au niveau de la, c'est l'URSSAF? Vous allez dépendre de l'URSSAF? Oui. Non, vous êtes le délai d'immatriculation suite à la suite à votre déclaration que vous allez faire, d'accord? C'est à peu près c'est une dizaine de jours. Donc, c'est-à-dire 10 jours après les éléments déclaratifs que vous allez faire, vous serez immatriculé. Donc, vous existerez. Donc, vous allez exister au mois d'avril. Le seul cas aujourd'hui qui se présente où on est un peu dans les délicatesses, c'est quand vous dépendez de la Chambre des métiers. À savoir, quand vous voulez vous immatriculer au niveau de la Chambre des métiers via un système dématérialisé, via leur site internet, d'accord, qui est le guichet des entreprises, eux vous donnent un délai entre 4 et 6 mois pour être immatriculé. Parce qu'ils ont des problèmes de traitement, bon, peu importe. Sauf qu'ils ont une parade à ça, puisque vous le savez tous et toutes, j'espère que les immatriculations sont gratuites. Vous ne payez pas de frais d'immatriculation. Bon. Sauf que la Chambre des métiers, pour pallier effectivement à ce délai de 4 à 6 mois, qui est atrocement long, propose aux personnes qui vont faire ces démarches par le site de s'immatriculer en direct auprès du guichet auprès de la Chambre des métiers, mais de leur bureau, et ils vous immatriculent en 5 jours. Sauf qu'ils vous demandent en contrepartie 100 euros, tout simplement. Voilà. C'est borderline quand même. Hein, ouais, mais je ne suis pas là pour juger ça et je ne vais pas m'amuser. Je ne vais pas me risquer à vous dire ce que je pense de cette méthode. Non, mais bon, nous, on peut, quoi. Ça va abuser quand même. Voilà, moi, je dois vous donner une information. Voilà, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais j'en pense pas moins. D'accord, donc payer. Parce qu'il y en a qui font payer aussi le fait de s'inscrire à l'URSSAF aussi. Il y a plein de sites. Alors, attention. J'ai une copine qui a failli se faire avoir. Attention à ça. Vous avez un site qui existe, qui est le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, qui est le site de référence et sur le site gratuit. Voilà. Attention, quand vous faites sur Internet, quand vous allez mettre sur Internet, je veux immatriculer mon auto-entreprise, d'accord, vous avez plein de sites parasites, si je puis dire, qui vont venir s'immiscer entre ces différents sites
de façon à vous dire ça vous coûte 75 €. Mais en fait, ce sont des sites qui font juste le lien entre vous et le site officiel. Voilà. Donc, attention à ça. L'immatriculation via Internet est gratuite. C'est tout. Voilà, elle est gratuite. Le seul cas où l'immatriculation est payante, et c'est vrai, c'est la réalité, c'est si vous vous rendez à la Chambre des métiers en personne, physiquement, et que vous faites immatriculer votre structure auprès des agents de la Chambre des métiers qui vous demanderont 100 €. C'est tout. Le reste, c'est gratuit. Et Marc, qu'est-ce qu'il faut prévoir le jour J quand on se dit, ça y est, je m'immatricule? Numéro de sécurité sociale, j'ai cru comprendre? Oui. C'est tout? C'est tout. Chambre des métiers, numéro de sécurité sociale et un chèque de 100 €, il vous le rappelle normalement. Et votre stylo, il vous demande d'amener votre stylo. Il faut un justificatif de domicile parce que votre entreprise, vous allez la domicilier à un endroit, donc il faut un justificatif de domicile. Pensez tous et toutes si vous êtes locataire, à vérifier sur votre bail si dans le bail, il n'y a pas une mention comme quoi le propriétaire refuse toute domiciliation commerciale. Si tant est que ce soit le cas, vous devrez demander à votre propriétaire un avenant ou une attestation qui vous autorise à domicilier votre entreprise à votre domicile. Sinon, il faudra faire appel à des sociétés de domiciliation. Oui, Maud. Oui, du coup, par rapport à ça, Marc, est-ce que, parce que pour l'instant, voilà, mon problème, c'est que niveau financier, je vais commencer chez moi. Voilà. Donc, on est propriétaire, mais donc domiciliation, pour l'instant, pas de souci, je fais donc chez moi. Mais si après, j'ai la possibilité d'avoir justement un local, de partager un local avec quelqu'un ou d'autres personnes, est-ce qu'il faudra changer est-ce qu'ils vont me demander de changer la domiciliation? Oui, il faudra. Oui, alors, je ne pense pas que ça soit quelque chose de rédhibitoire. Parce que le courrier restera à votre domicile, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Ah voilà, d'accord. Mais je pense que le mieux, c'est effectivement d'être clair avec l'administration et d'annoncer et de juste notifier que vous changez de domiciliation D'accord, ok. Simplement. Okay. Merci. Donc, pour en revenir sur le jour J d'immatriculation, après, c'est limpide sur le site, il n'y a pas à choisir différentes catégories. Alors, c'est limpide, à savoir que vous allez vous immatriculer sur un site. Vous allez devoir alors il y a plusieurs éléments. Vous allez devoir identifier et cocher la case de micro-entreprise, d'accord? Parce que je vous l'ai dit, pensez bien une chose, c'est que la micro-entreprise, c'est un régime fiscal. Donc, vous allez, en fait, déclarer la création d'une entreprise individuelle. Voilà. La structure juridique de votre future entité, c'est « je suis une entreprise individuelle ». Je ne suis pas une micro-entreprise, je suis une entreprise individuelle. Vous allez donc, de ce fait, quand vous allez déclarer la création de cette entité juridique, vous allez cocher la case, la spécificité de micro-entreprise, d'accord, qui va vous amener effectivement cette franchise de TVA, etc. etc. Bon. Ensuite, vous allez avoir plusieurs options, mais je crois qu'on le voit et on va en parler après. Vous aurez juste 2 ou 3 options à spécifier, mais c'est tout. D'accord, donc parce que sur des groupes, il y a pas mal de groupes sur Facebook de micro, etc. Ouais. Il y a quelqu'un qui parlait du statut BNC. Non, BNC, c'est ce que vous allez… non, c'est les revenus commerciaux. Donc, non, ça n'a aucun rapport avec la… Rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse un petit peu continuer, à mon avis, par rapport aux slides. Si tu veux bien, Marc, allez. Comme ça permettra C'est toi le patron. Allez, on continue. Bon, alors, pour aller effectivement dans la suite, donc vous avez choisi ce régime de la micro-entreprise. Vous allez, bien évidemment, être soumis à ce qu'on appelle des cotisations sociales. Voilà. Une chose qui est à bien intégrer, c'est que en termes de micro-entreprise, le choix de choisir la micro-entreprise réside essentiellement en ce que la base de toute cotisation sociale et de toute cotisation fiscale est votre chiffre d'affaires. Tout est basé sur votre chiffre d'affaires. Il n'y a pas de notion de frais en micro-entreprise. Donc, tout ce qui va être la base de tout va être votre chiffre d'affaires. Donc, les cotisations sociales vont être calculées sur votre chiffre d'affaires. Alors, comme le disait tout à l'heure Mylène, je crois, au niveau quand vous allez faire les démarches d'immatriculation, on va vous demander notamment de savoir si vous souhaitez payer
vos cotisations sociales au trimestre ou mensuellement. Voilà, c'est l'une des choses qu'on va vous demander quand vous allez créer votre structure de micro-entreprise. Ensuite, vous avez l'obligation de déclarer votre chiffre d'affaires, même s'il est à zéro. C'est-à-dire que l'URSSAF va vous donner un échéancier avec des dates de déclaration à respecter. Même si vous êtes à zéro sur le mois que vous devez déclarer, vous faites votre déclaration à zéro. Et vous déclarez donc le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Uniquement. Donc ça va aussi dans le sens où vous avez un suivi d'activité que vous devez tenir, suivi de recettes que vous devez tenir. Donc, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, uniquement votre chiffre d'affaires du mois. Et je rappelle, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Ce n'est pas le chiffre d'affaires facturé, c'est le chiffre d'affaires encaissé. D'accord? C'est tout bon pour tout le monde? Oui. Allez, on continue alors. Alors, ces cotisations sociales, elles vont être définies en fonction de l'activité que vous allez exercer. À savoir que si vous faites de la prestation de service ou une activité libérale, si vous êtes dans ce cadre-là, vous serez soumis à une cotisation sociale qui représente 22% de votre chiffre d'affaires. Je fais 1 000 € de chiffre d'affaires, je vais avoir à payer 220 € de cotisation sociale sur ces 1 000 €. Si vous êtes dans une activité d'achat-revente, vous serez soumis à une cotisation à hauteur de 12,8%. Alors là aussi, c'est la même chose, c'est la même logique que tout à l'heure la limitation de chiffre d'affaires, du fait que quand vous êtes dans une activité d'achat-revente, vous avez, ce qui est handicapant, c'est le fait d'acheter la marchandise et de la revendre, donc vous allez avoir de sources de revenus que la marge que vous allez réaliser sur cette activité-là, donc de ce fait, les cotisations sont moins importantes que sur une activité de prestation de service. Donc les cotisations sociales seront calculées en fonction de l'activité que vous allez exercer au sein de votre future entreprise. Est-ce que on va vous demander. Est-ce qu'il est possible de détailler sur les 22% qu'est-ce que ça représente ou pas? Non, je peux pas. C'est global. Ça veut dire qu'on cotise aussi pour notre retraite, en fait. Oui, vous cotisez pour votre retraite, vous cotisez pour tout sauf pour le chômage. D'accord. Okay. Alors, à ces 22%, je vais être plus précis, vous allez rajouter 1% globalement, parce que les chambres consulaires dont vous dépendez, donc chambre consulaire, c'est chambre des métiers ou notamment, comment ça s'appelle, la chambre de commerce, vont prendre aussi, je crois que c'est 0,7 ou 0,8% de votre chiffre d'affaires par rapport à leur fonctionnement. Et vous avez aussi une cotisation qui va être prise au titre de votre CPF, puisque même si vous êtes en entreprise et vous êtes chef d'entreprise, vous continuerez à cotiser pour le CPF. Donc le CPF qui n'est autre que le compte professionnel de formation. Oui, d'accord. Donc à ça, donc on va effectivement vous demander, lorsque vous allez vous immatriculer, lorsque vous allez faire la démarche d'immatriculation sur le site internet, donc autoentrepreneur.ursaf.fr, on va vous demander effectivement de faire le choix du paiement mensuel ou trimestriel, et on va aussi vous demander pour les cotisations, ça c'est pour les cotisations sociales, et on va aussi vous demander par rapport à vos cotisations fiscales, donc à votre impôt, parce que je vous rappelle que le chiffre d'affaires sera considéré comme votre salaire, à votre impôt, on va vous demander si effectivement vous souhaitez opter pour ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. Alors, le prélèvement libératoire, au terme des cotisations fiscales, c'est le fait de payer votre impôt tous les mois. Donc, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est en fonction aussi de votre activité. C'est 1,7% pour la prestation de service et 2% pour les prestations libérales. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui va vous être pris au titre de l'impôt sur le revenu. OK? J'ai juste une question pour les cotisations. Vous avez dit services et achats-revente, et dans le cas de l'artisanat, on est ça dépend. Alors ça dépend. C'est pas du tout par rapport à la chambre dont vous allez dépendre. Ça dépend ce que vous allez faire. Dans l'artisanat, vous pouvez très bien avoir une activité d'achat-revente. Vous serez soumis à ces cotisations-là, mais vous pouvez très bien avoir une activité de prestation de service dans l'artisanat et vous serez soumis aux cotisations dues à la prestation de service.
C'est pas... Ma question, c'est si je fabrique un produit, moi, dans ma tête, je ne suis pas dans de l'achat-revente vu que je le fabrique. Oui, mais vous le fabriquez avec quoi? Vous achetez de la marchandise, vous la Là, transformez, vous la revendez? dans mon cas précis, je l'ai. Je l'ai déjà. Enfin, on l'a nous. Ouais. Du coup, on fabrique notre produit et on le revend. Enfin, on le transforme, quoi. Ouais. Vous le transformez. Ben ça, il faudra regarder dans le détail de votre activité et de la façon dont vous allez fonctionner pour savoir dans quel cadre on va se situer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces cotisations sociales? Pas d'autres questions? Je suppose qu'on passe un petit peu sur l'ACRE aussi, qui est important, Allez, Marc, oui. sur la suite. Alors, l'ACRE, c'est, alors, à ne pas confondre avec l'ARS ou avec d'autres systèmes, l'ACRE, c'est juste la déduction de 50% de ces dites cotisations sociales. Voilà. Donc, vous avez, pareil, quand vous allez immatriculer et faire les démarches d'immatriculation sur le site, vous allez avoir un onglet avec le formulaire, le CERFA nécessaire pour faire la demande d'ACRE. La demande d'ACRE, elle est à faire et à envoyer à l'URSSAF dans les 45 jours qui suivent les démarches d'immatriculation. Moi, je vous invite grandement à envoyer cette demande d'ACRE en recommandé à l'URSSAF. Comme ça, vous avez effectivement la preuve que vous avez bien envoyé cette demande dans les 45 jours. Excusez-moi, parce que moi, je l'ai faite l'année dernière, mais il me semble que maintenant, tout est dématérialisé. On ne peut pas renvoyer par courrier. Oui, oui, vous pouvez envoyer par courrier. Vous pouvez l'envoyer aussi par le site, par le site. C'est ça. Oui, oui, vous pouvez l'envoyer. Sauf que moi, je me dis qu'on a connu et on connaît tous des pannes d'informatique et des pannes de ci, des pannes de là, et que sur tous les dossiers que j'ai instruits, je n'ai pas eu le cas de panne, hein, pour être tout à fait franc avec vous, mais je préfère, moi, le fait d'avoir un élément matériel qui me permet de justifier que j'ai bien envoyé ma demande dans les temps à l'URSSAF pour avoir cette déduction. Mais vous pouvez effectivement aussi, par le site de l'URSSAF, envoyer directement votre demande. Voilà. Oui, en fait, vous préconisez de doubler. Ouais, on double là. Exactement. Et l'adresse est facile à trouver? L'adresse physique? Ben, c'est l'URSSAF, d'où vous dépendez. Vous allez sur Internet, vous cherchez URSSAF. L'adresse physique où il faut envoyer, comme il y a plusieurs services, il peut y avoir plusieurs lieux? Ou non, vous l'envoyez à l'URSSAF, hein, globalement, service de l'ACRE, URSSAF, service ACRE, et puis vous avez le à Toulon. À Toulon, oui, si vous dépendez de Toulon. Oui, ok. Donc, l'ACRE, à savoir que l'ACRE est théoriquement, alors, ça fait partie des réformes de l'ACRE. Dans le cadre de la micro-entreprise, vous devez mécaniquement faire la demande, enfin, vous devez systématiquement faire une demande. Dans toute autre structure ou régime, la demande d'ACRE est faite automatiquement. Si vous créez autre chose qu'une micro-entreprise, la demande d'ACRE sera faite automatiquement et systématiquement. Voilà. Pour bénéficier de cet ACRE, il faut que vous soyez inscrit à Pôle emploi et que vous ayez moins de 26 ans ou que vous soyez allocataire du RSA. Donc, comme vous le voyez sur le tableau ci-dessous, ben, ça va effectivement déduire vos cotisations de la moitié. Attention, une notion importante à intégrer, c'est que l'ACRE est versé au trimestre. Donc, je vous invite grandement à vous immatriculer toujours en début de trimestre. On prend l'exemple aujourd'hui. Si aujourd'hui vous immatriculez au mois de mars 2021, vous aurez droit à l'ACRE jusqu'au mois de décembre 2021, au mois de décembre 2021. Si vous immatriculez au mois d'avril, vous aurez droit à l'ACRE, comme vous êtes en début de trimestre, vous aurez droit à l'ACRE jusqu'au mois de mars 2022. Donc aujourd'hui, concrètement, à 15 jours d'intervalle, la personne qui s'immatricule aujourd'hui verra son ACRE, son droit à l'ACRE jusqu'au mois de décembre 2021. Celle qui s'immatricule dans 10 jours, début avril, aura l'ACRE jusqu'au mois de mars. Donc 10 jours, en fait, ce délai de 10 jours va vous ouvrir le droit à avoir 3 mois supplémentaires d'aide à la déduction fiscale. Voilà. Donc, dans le cas de l'ACRE, le mieux, c'est toujours de s'immatriculer en début de trimestre. Et question peut-être bête, mais du coup, on ne peut pas s'inscrire maintenant pour émettre la date du 1er avril.
Non, 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 non. Peut-être réduire. C'est à la D'accord, date, il non, faut. c'est à la date à laquelle vous allez vous. Donc, vous- c'est le 1er avril où je vais faire toutes les démarches, en fait. Exactement. Tout à fait. D'accord, ok, merci. Excusez-moi, Marc, mais du coup, alors on est d'accord que c'est quand on s'immatricule sur le site, pas quand on reçoit le SIRET. Non, c'est exactement. Ils prennent en compte. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que vous allez pouvoir exercer à la réception de votre SIRET, parce que c'est votre carte d'identité officielle, quoi, votre existence légale. Mais par contre, l'ACRE va prendre en compte les actes déclaratifs. Donc, la date à laquelle vous avez déclaré. D'accord, mais on m'a dit qu'on pouvait commencer à exercer en précisant en cours d'immatriculation. Ouais, oui, vous savez, en France, on peut tout faire. Le tout, c'est de ne pas se faire attraper. Donc oui, vous pouvez. Après, il y a que très peu de chances. Mais bon, aujourd'hui, légalement, vous existerez le jour où vous aurez votre numéro de SIRET. D'accord. Bon, après, ça va relativement rapidement, hein. Vous savez, entre 5 et 10 jours. C'est qu'à un moment où je ne pense pas que vous soyez à 5-10 jours près pour immatriculer ou pour lancer votre activité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux effectivement être prudent et pas commencer à rentrer dans ce genre de dérive, si je puis dire. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à l'ACRE. Oui. Je me suis demandé si le gouvernement, dans sa grande bonté, allait peut-être du coup prolonger les bénéfices, on va dire, de l'ACRE de la première année, dans la mesure où l'année dernière a été quand même très, on va dire, limitée pour les micro-entrepreneurs. Est-ce que, en plus, c'est quelque chose qui a été mis en place au 1er janvier 2020. Avant, les avantages étaient quand même beaucoup plus intéressants. Vous avez entendu parler de quelque chose ou pas du tout? Alors, non, je crois comme vous et j'ai une grande croyance au gouvernement français et dans sa bonté, mais je n'ai pas eu vent d'éléments concernant ça pour l'instant. Bien dommage. Non, et je pense qu'il n'y en aura pas. Clairement, je pense qu'il n'y en aura pas. Qui est très dommage. OK. Ouais, mais c'est dommage. Mais après, c'est dommage il y a plusieurs personnes alors pas spécialement dans le cas de l'AC, mais il y a plusieurs personnes qui resteront et qui vont subir indirectement cette crise et qui vont voir leur situation personnelle ou professionnelle qui vont être impactées sans avoir pu bénéficier d'aides spécifiques. Que je pense notamment les demandeurs d'emploi qui, pendant 1 an et demi, ont fait des demandes d'emploi à vide parce que les entreprises étaient en quasi arrêt total. Et donc, ces personnes-là ne vont pas bénéficier d'un surplus de couverture par rapport à ça, alors qu'ils ont quand même passé 1 an à rechercher de l'emploi pour la plupart, mais à vide, parce que derrière, il n'y avait personne en face. Bien sûr. Ces gens-là, ils ont perdu 1 an d'indemnisation parce que… Alors, il faut savoir que je précise qu'en fait, alors c'est assez paradoxal, je ne sais pas comment ils décident des dates, mais si votre fin de droit est arrivée entre le 30 novembre ou 30 octobre et 30 janvier, mais je crois qu'ils l'ont prolongé jusqu'au 30 juin, il y a une prolongation des droits. Jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin. Ouais, et ce que je ne comprends pas, c'est tous ceux avant qui étaient en pleine crise aussi. C'est ça, mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire à Céline, je crois. Parfois, moi, j'ai eu 30 jours de rab à peine, d'accord, et il y en a d'autres qui ont 6 mois. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est comme ça. Donc il y aura malheureusement dans ces crises qui sont quand même aussi assez exceptionnelles, hein, il y aura des personnes qui laisseront un petit peu des plumes et qui bénéficieront pas d'autant d'aides que certains ont pu bénéficier. Et qui sont les premiers à se plaindre, mais bon, ils se plaignent un peu moins maintenant. Je ne citerai pas qui ça. Voilà. Donc là, c'est quand même important de le faire. Pensez à ce délai de 45 jours parce que c'est quand même intéressant. Et pensez à cette petite subtilité que vaut mieux s'immatriculer en début de trimestre. Donc des fois, n'hésitez pas à attendre une dizaine de jours, peut-être éventuellement, pour rentrer dans un créneau qui va vous permettre de prolonger et d'optimiser cette aide, justement, cette aide. Allez, on continue. Donc, comme je vous le disais en début, l'entreprise individuelle avec un régime de micro-entreprise est une entreprise à part entière, avec ses responsabilités, avec ses responsabilités. Et donc, vous devez, comme pour toute autre structure ou forme d'entreprise, vous devez respecter les obligations qui sont liées à la profession que vous allez exercer au sein de par la micro-entreprise que vous allez créer. Donc, ça, on parle de qualification, on parle d'assurance professionnelle, de réglementation et de normes techniques. Donc, vous devez vous renseigner, et ça, c'est dans la phase préalable, à tous ces éléments qui vont être qui vont vous être imposés dans le cadre de votre activité professionnelle.
et vous serez soumis, comme toute autre entreprise, à ces réglementations et vous devez donc les connaître. Voilà. Le statut et le régime de micro-entreprise, de micro-entrepreneur ne vous exonère pas de toutes ces responsabilités, de ces qualifications que vous devez avoir dans le cadre de votre activité, tout simplement. Après, il n'y a pas plus de normes, il n'y a pas plus de réglementation par rapport à la micro, hein, mais vous devez, tout du moins, il n'y en a certainement pas moins. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a certainement pas moins. Oui, moi j'aurais une question concernant l'assurance professionnelle. Je voulais savoir si je devais la prendre dès que j'aurai mon immatriculation ou si je peux la prendre à partir du moment où je vais réellement commencer mes chantiers, par exemple. Alors oui, l'assurance, la RCP va vous servir dans le cadre de votre activité, mais concrètement, de ce que vous avez, de vos activités professionnelles. Donc effectivement, si vous immatriculez votre entreprise et que vous comptez commencer à travailler 2 ou 3 mois après, bon, on ne va pas vous demander, ce n'est pas une clause obligatoire d'avoir une RCP pour être en micro-entreprise. Voilà, on est dans le cadre de votre activité professionnelle, pas de votre situation juridique ou de votre statut juridique, on est dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, bien sûr que si vous avez anticipé le fait de créer votre entreprise au mois d'avril et que vous allez avoir vos premiers chantiers au mois de juillet, oui, vous pouvez effectivement souscrire à la RCP qu'à partir du mois de juillet, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est que quand vous allez vous mettre en activité, vous soyez couvert par une RCP. Oui, bien sûr. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est tout bon? Allez, on continue. Oui. Oui. Par rapport donc à l'assurance professionnelle, auprès de quel organisme il faut se souscrire? Il faut faire le tour des assurances. C'est une assurance. C'est une assurance spécifique. C'est une responsabilité civile, donc comme le font toutes les assurances, mais professionnelles. Donc, il faut solliciter votre assurance ou d'autres assurances pour savoir quels sont les tarifs de ces assurances. Donc, faire jouer la concurrence, simplement. Ok. D'accord? Merci. Donc, quelques spécificités au niveau du compte bancaire. Donc, comme il l'est noté, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros, vous n'êtes pas dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire. Si votre activité génère un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros pendant 2 ans, sur 2 années consécutives, vous devez effectivement avoir un compte bancaire dédié à votre entreprise individuelle, en micro-entreprise. Ça, c'est la première chose. Comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est facturation, vous devez, comme vous êtes en franchise de TVA, vous devez effectivement faire vos devis et vos factures en spécifiant bien le terme hors taxe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en notifiant la phrase TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Une fois que vous êtes hors de la franchise TVA, vous devez enlever et faire vos factures et vos devis en TTC, en intégrant de la TVA. D'accord? Une autre chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, voilà, on va y venir là. Sur votre registre des recettes, n'oubliez pas d'intégrer une chose qui est le mode de règlement. Vous devez obligatoirement, dans votre livre des recettes, notifier le mode de règlement. Vous devez avoir la date, le numéro de facture, le client, le montant et le mode de règlement. C'est une obligation. Et vous devez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, déclarer tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de l'option que vous aurez choisie, votre chiffre d'affaires, même si ce dernier est nul. Voilà. Après, il y a une chose aussi à laquelle on ne pense pas souvent, c'est un détail, mais des fois, qui peut être embêtant. Dès que vous êtes immatriculé et que vous avez cette existence légale, pensez à faire un tampon. C'est bête des fois, mais on n'y pense pas. Mais c'est la seule façon légale de justifier et d'authentifier un document que vous allez pouvoir faire par le biais de votre entreprise. Vous avez une existence légale. Une micro-entreprise est une entreprise, est une entité légale. Donc, vous allez devoir pouvoir justifier de l'authenticité des documents que vous allez faire par le biais de cette entreprise ou pour cette entreprise. Donc, vous devez avoir un tampon. Seul le tampon va authentifier l'acte que vous allez signer. Ce n'est pas juste une signature. Donc, souvent, on oublie de le faire. Sauf que quand vous avez des documents à renseigner pour votre entreprise, des fois, on se trouve un peu le
le bec par terre en disant mais je peux pas, j'ai pas de tampon. Donc pensez à faire un tampon dès que vous êtes immatriculé, parce que sur le tampon doit apparaître le numéro de SIRET. Pensez à faire un tampon. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça peut effectivement vous permettre d'éviter de vous retrouver dans des impasses un petit peu administratives qui sont gênantes. Si je peux me permettre, il y a une obligation qui me semble ne pas figurer, c'est celle de créer un compte sur impôt.gouv.fr. Créer un compte sur impôt.gouv.fr. Oui, en fait, ouvrir un compte de société sur impôt.gouv.fr. Ouais, Et se déclarer, même si on est chez nous, minimum 1 mètre carré pour la CFE. Tout à fait, oui, oui, exactement. De toute façon, du moment où vous allez, oui, on ne l'a pas mis, effectivement. Du moment où vous allez, comment dire, domicilier votre entreprise chez vous, vous serez, et de toute façon, vous serez assujetti à ce qu'on appelle les CET, les cotisations économiques territoriales des entreprises. Alors, sachez que la première année d'immatriculation, vous êtes exonéré de fait de cette CET, de cette cotisation économique territoriale, et dont la cotisation la plus connue, c'est la CFE, la cotisation française des entreprises, donc, qui sera de toute façon systématiquement appliquée par rapport à la domiciliation de votre entreprise. Et ce que j'ai cru comprendre, Marc, c'est que c'est l'année en cours. Enfin, je veux dire, si là, je m'immatricule le 1er avril, ça ira jusqu'au 31 décembre, l'exonération. Oui, exactement. Ouais. Donc là aussi, au niveau de la CET, il vaut mieux s'immatriculer en début d'année. Qu'en fin d'année, la personne qui s'immatricule en novembre 2021, elle aura une exonération sur novembre et décembre. Donc, elle sera assujettie à ces cotisations économiques territoriales à partir de janvier 2022. Donc, elle n'aura pu bénéficier que de 2 mois d'exonération. Mais effectivement, je ne sais pas qui c'est qui a fait la remarque, mais elle est justifiée, elle est intéressante. Au niveau d'impôt.gouv, il faut effectivement créer un compte. Pardon. Et juste si je peux me permettre, sur la CTE, la SCFE, a priori, c'est toléré qu'on puisse, moi, par exemple, je vais exercer chez moi en tant que coach, je fais beaucoup de coaching digital, je vais mettre que 1 mètre carré. Je peux justifier de travailler sur 1 mètre carré avec mon ordinateur. Ouais, mais ça fait déjà 200 € rien que 1 mètre carré de taxes. Ça peut aller vite. Je ne sais pas si c'est autant. C'est le minimum. En fait, c'est 200 € minimum. Voilà, donc ça peut aller vite. Oui, ça peut aller vite. 223. 1 mètre carré, 200 €. Oui, on est dans le sud-est. Le prix du mètre carré est très cher. Non, oui, c'est ça. Mais après, voilà, il faut le relativiser en ce sens que si vous aviez une autre structure, ça vous coûterait bien plus cher. Voilà. Mais si on est en micro, c'est qu'on démarre et qu'on a besoin de réduire les frais. Je sais, mais bon, c'est pas moi qui sais. Surtout qu'on ne déduit rien. Je ne suis pas à Bercy. Ouais, vous ne déduisez rien, mais vous avez un taux de cotisation qui est J'avais une question par rapport à la domiciliation, donc vous êtes obligé de mettre. Classique, on est plus sur du 45%. Donc vous avez, voilà, donc il faut aussi, relativiser les choses. Oui, Colette, c'est Colette, Hélène qui voulait parler. Hélène, oui, j'avais une question par rapport à la domiciliation, étant donné que moi je vais faire mes déplacements à domicile chez les personnes, je suis quand même obligée de mettre une adresse postale. Et vous mettez non, mais par rapport à cet impôt, donc la dame disait qu'elle a pratiqué chez elle, moi ils n'en tiendront pas compte. La domiciliation de l'entreprise, elle sera chez vous, Hélène. Oui. Voilà. Après que vous alliez chez les clients, que vous fassiez des prestations au domicile des clients, ça, c'est pas un problème. Votre entreprise sera domiciliée chez vous. Oui, mais au niveau justement de la taxe du CEP ou CET, je n'ai pas tout compris. CET, ouais. Là, ils ne vont rien me faire payer. Ah ben oui, vous payerez comme tout le monde, mais tout le monde la paye. Tout le monde la paye. Votre entreprise, vous allez la domicilier chez vous. Voilà, oui, ça coupe, je n'ai pas entendu votre réponse. L'entreprise, tout le monde la paye, cette taxe. Toutes les entreprises, toutes les structures la payent. Donc, vous allez domicilier l'entreprise chez vous. Donc, du moment où votre entreprise est domiciliée à une adresse précise, vous serez soumis à la CET, au CET dont la CFE. D'accord. Donc, madame, elle disait que c'était 200 € pour le mètre carré. Sur l'année, c'est ça à peu près. Ouais, ça. Mais c'est à l'année. C'est quand même, il faut le prendre en compte alors. Oui, ça fait 18 € par mois. D'accord. Donc, ça sera en plus à payer par rapport à la déclaration du SA, ça sera compris dedans ou ça sera à côté? Non, c'est un document que vous allez recevoir spécifiquement. Ah, d'accord. Okay. Ça va, merci.
Moi, j'aurais une question pour revenir sur le compte bancaire. Donc, en dessous de 10 000, OK, on n'est pas obligé de prendre un compte professionnel, Ouais. mais moi, je suis actuellement en conjoint avec ma femme, mais je veux différencier quand même. Oui. Je prends quand même un compte à mon nom propre. Vous avez tout à fait raison. Moi, ça, c'est la règle, elle est là. La règle, elle est de dire que si vous faites un chiffre d'affaires de moins de 10 000 euros successivement sur 2 ans, vous êtes dans l'obligation de créer un compte et d'avoir un compte spécifique. Ça, c'est la règle. Moi, effectivement, du moment où vous créez une structure professionnelle, j'engage et j'invite souvent, et j'invite d'ailleurs les personnes dont j'instruis le dossier que je suis, à avoir un compte et à dissocier la partie professionnelle de la partie privée. Voilà, quelle qu'elle soit. Alors après, on n'est pas obligé, quand on est dans ce type-là, d'avoir un compte. Moi, je l'ai eu fait. Hein, bon, alors, je ne sais pas si ça se refait encore, mais je pourrais se renseigner. D'avoir un compte spécifique société, entreprise. D'accord ? Moi, à l'époque, quand j'avais créé une structure, j'avais demandé à mon banquier, pour ne pas avoir ces 20 ou 22 euros de frais par mois de tenue de compte, qui sont quand même relativement bidons, j'avais demandé effectivement de créer un compte de dépôt associé à mon compte courant que j'avais identifié comme mon compte de société. Donc, il n'y avait pas de frais de compte dessus et je faisais effectivement virer l'argent que je générais de par l'activité de l'entreprise sur ce compte-là. Voilà. D'accord. Marc, vous pouvez redonner le nom parce que c'est encore coupé là. Donc, vous avez dit que vous avez associé votre compte courant normal. Sur un compte de dépôt classique. Compte de dépôt, compte de dépôt. Voilà, que j'ai affecté Merci. moi, mon propre fait, à l'entreprise que j'avais créée, ou à la structure que j'avais créée. Hélène, vous devriez enlever votre caméra, vous auriez un meilleur réseau, un meilleur débit. Peut-être, oui, mais j'aime bien vous voir. Vous nous verrez quand même. Il y a que nous qui ne te verrons pas. Ouais. D'accord. Allez, on va continuer un petit peu. Donc, comme on le disait, hein, comptabilité allégée, donc pas de déclaration de TVA puisque vous êtes effectivement en franchise de TVA, donc vous ne devez pas vous associer à quoi, vous payez les services d'un comptable, pas besoin. Vous avez bien vu qu'il n'y a rien de très compliqué au niveau du paiement des cotisations sociales. C'est juste une déclaration que vous allez faire mensuellement ou trimestriellement sur le site de l'URSSAF et on va vous demander de régler immédiatement les cotisations sociales. Vous allez les régler, vous aurez un justificatif comme quoi vous avez bien réglé vos cotisations sociales. Alors, si vous êtes dans le cadre d'un maintien des ARE ou d'un dispositif de ce style-là, pensez bien à transmettre avec votre déclaration mensuelle votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF parce que Pôle emploi vous demandera cette déclaration. En fait, si vous êtes dans le cadre d'un maintien, vous allez devoir identifier sur ce cadre de maintien des ARE dans le relevé que vous allez faire mensuellement de votre situation, le chiffre d'affaires de votre structure dans la case revenu non salarial. Voilà. Et avec cette déclaration, vous allez devoir envoyer à Pôle emploi le récépissé de la déclaration d'URSSAF pour qu'eux puissent effectivement comparer les deux montants. Oui, Céline, vous avez fait nom du doigt droit. Oui, j'ai fait nom du doigt parce que moi, je n'ai jamais eu à leur transmettre cette déclaration URSSAF. Alors, vous avez de la chance parce que maintenant, moi, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui quand ils déclarent le chiffre d'affaires dans la case revenu non salarial, se sont vus recevoir un courrier ou un mail de Pôle emploi leur demandant des fiches de paye. D'accord. Leur des fiches de paye pour justifier effectivement de ces revenus-là. D'accord, j'ai jamais eu le cas en tout cas. Donc c'est pour ça que moi, en anticipant la chose, si vous voulez, je trouve plus simple d'envoyer, puisque comme ça, eux auront, alors, la fiche de paie, bien évidemment, je pense que c'est un système mécanique qu'ils ont en automatique. Vous êtes en régime, en micro-entreprise, en entreprise, vous n'avez pas de fiche de paye. Donc, pour justifier des sommes que vous leur annoncez au titre des chiffres d'affaires que vous avez réalisés, ce qui va leur permettre de compléter ou non votre indemnisation, il faut leur justifier. Donc, le mieux, c'est de renvoyer le récépissé de la déclaration que vous avez fait à l'URSSAF pour qu'ils puissent justifier de la cohérence des montants que vous annoncez à la fois à Pôle emploi et ce que vous aurez fait à l'URSSAF. Voilà. Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les agences, parce que j'ai appris qu'il y a certaines agences qui travaillent différemment, mais j'ai eu plusieurs fois le cas de personnes qui m'ont relancé, qui m'ont appelé catastrophé en me disant « mais je ne comprends pas, on me demande mes fiches de paye. » Non, mais ce n'est pas vos fiches de paye, donc envoyez ça et puis vous verrez qu'il n'y a pas de souci.
Je pense comprendre la différence, c'est parce que moi, j'étais toujours inscrite en tant que demandeuse d'emploi, mais plus indemnisée. Voilà. Je pense que c'est pour S'il n'y ça a pas d'indemnisation, qu'ils n'ont pas fait la effectivement, demande, effectivement. ça ne leur pose pas de problème. Okay. Oui, voilà. oui. D'accord. Voilà. Et donc, le statut de régime, pour finir la dernière slide, effectivement, ce statut vous permet effectivement d'associer à une activité. Ça a été un petit peu l'idée de la naissance de ce régime fiscal, d'associer effectivement cette activité d'entrepreneur individuel à une activité salariée. Voilà. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui a été à l'origine de la création de ce régime. OK. Et peut-être pour gérer le travail au black aussi. Mais c'est ça, mais non, mais c'est ce que je disais. Alors, je n'ai pas voulu le dire comme ça, parce qu'on est filmé, mais c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. L'État n'a pas dit on va aider les gens à rentrer dans un cadre juridique pour les rendre plus sereins et les aider. Non, non. L'État s'est dit c'est tous des gens qui font ça et qui n'ont pas de structure référence qui encadre ces activités annexes, ces activités secondaires. Et donc, c'est tout autant de cotisations qu'on ne peut pas récolter. Donc, on va créer une structure, on va créer un régime qui ne leur donnera plus l'excuse de ne pas pouvoir rentrer dans un cadre précis. Voilà, c'est juste, effectivement, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la TVA, oui, encore une fois, n'est pas récupérable. Donc, effectivement, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Vous ne cotisez pas à l'assurance chômage. De toute façon, du moment où vous rentrez dans le cadre de l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, alors une petite aparté aussi pour information, qui ne rentre pas dans ce cadre-là, mais pour votre information personnelle, le fait d'être en SASU, c'est une forme de société où vous êtes assimilé salarié, alors souvent on se trompe, on est assimilé salarié, ne veut pas dire que vous cotisez au chômage. Alors souvent, il y a une petite méprise à ce niveau-là. Donc voilà, je profite de cette occasion pour vous dire que du moment où vous êtes effectivement dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous ne cotisez plus à l'assurance chômage, quel que soit le statut, la structure et le régime que vous avez choisi. D'accord? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Il n'y a pas de notion de charge en micro-entreprise. D'accord? Une chose aussi qui n'est pas notée là, c'est que vous êtes, en entreprise individuelle, vous êtes associé de fait à votre structure. C'est-à-dire que vous et la structure ne faites qu'un. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer deux structures, deux sociétés individuelles. Deux entreprises, je me suis mal exprimé. Vous ne pouvez pas créer deux entreprises individuelles, puisque vous et l'entreprise ne faites qu'un. Sauf si vous avez ce qu'on appelle un don d'ubiquité, donc vous multipliez par deux, ce qui n'est pas le cas je pense que ce qui est le cas de personne, vous ne pourrez pas créer deux entreprises individuelles. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous ne soyez pas assujetti à la TVA peut aussi être un frein au développement commercial de votre activité en fonction des clients que vous allez avoir. D'où l'intérêt, effectivement, de bien cibler la typologie de clients à qui vous allez proposer votre prestation ou votre service. Ça peut être un frein, ça peut ne pas l'être. Moi, j'ai eu le cas de personnes qui font du massage, par exemple, qui sont mis en auto-entreprise, en micro-entreprise, pardon, et qui sont amenés à proposer leurs services à des entreprises. Bon, alors effectivement, ça peut être considéré comme un frein. Ça ne l'est pas réellement, puisqu'il faut savoir que la plupart des personnes qui œuvrent dans cette activité-là sont sous le même régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, il n'y a pas de concurrence, je dirais, dans cette activité-là. Mais il faut l'intégrer quand même dans votre étude et dans l'étude de votre activité. Donc, du fait que vous ne fassiez qu'un avec votre entreprise, puisque vous et l'entreprise ne faites qu'un, ben votre responsabilité personnelle est engagée. Vous serez responsable de quoi qu'il se passe. Demain, vous allez chez un fournisseur, vous commandez du matériel, vous ne le payez pas, l'entreprise ne le paye pas, ben c'est vous, à titre personnel, qui êtes responsable et qui êtes redevable et qui êtes caution de ça. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'entreprise individuelle est une personne physique, comme vous. Elle est totalement confondue avec vous-même, donc vous êtes de ce fait responsable de toutes les défaillances de cette entreprise. On est tout bon sur ces points de vigilance ou vous avez des questions? Tout bon? Allez, on continue. Voilà, ça c'est quelques sites. Alors, c'est quelques sites
où vous pouvez récupérer certaines informations. Donc ça, c'est le site de l'URSSAF. Donc on va vous demander de créer déjà votre compte pour pouvoir ensuite créer votre entreprise individuelle. C'est le site, voilà, ça c'est le site réel, ce n'est pas les sites à 75 €. C'est le site réel de l'URSSAF sur lequel vous allez devoir, et après, alors vous allez devoir créer, et par lequel vous allez devoir gérer ensuite toutes les déclarations d'URSSAF mensuelles que vous allez avoir. Ça va être votre plateforme en fait de gestion de votre micro-entreprise. Voilà. C'est ce site-là, ce n'est pas un autre, c'est celui-là. Donc ça, c'est une information assez importante à prendre en compte. Effectivement, tu l'avais déjà dit plusieurs fois, mais c'est important, quoi. Moi, je suis passé, en fait, comme je suis passé par la Chambre des métiers de Toulon, en fait, je me suis retrouvé au niveau de l'inscription sur guichet-entrepreneur.com. Oui, c'est le site, c'est le guichet, en fait, tout ce qui est auto-entrepreneur.ursaf.fr est un site qui va être dédié pour les déclarations d'activité d'entreprises commerciales, donc qui vont dépendre de la Chambre de commerce, et d'entreprises dites libérales qui vont plus dépendre de l'URSSAF. D'accord ? Pour effectivement les activités qui dépendent de la Chambre des métiers, spécifiquement, et de l'artisanat, c'est un autre site qui s'appelle guichet-des-entreprises.fr qui va effectivement être compétent pour les déclarations d'entreprise. Tout à fait. Mais après, vous allez devoir passer par ce site-là pour gérer, parce que votre entreprise restera une micro, pour faire vos déclarations d'URSSAF. D'accord. Marc, Oui, il faut choisir son APE, du coup, trouver le bon APE, le bon code APE avant d'aller s'inscrire sur le site. Non, parce que le code APE va vous être délivré après avec le numéro de SIRET. À partir du moment où je veux dire l'activité, ça va se mettre automatiquement. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et une autre question un petit peu peut-être plus technique, mais j'ai cru comprendre pour bénéficier, par exemple, à la Chambre des métiers, il me disait, si j'indique une activité, ne serait-ce que de 1% de chiffre d'affaires dans une activité artisanale, donc par exemple, moi, je crée enfin, je les offre, mais je pourrais les vendre pour faire au moins 1 € de chiffre d'affaires. On peut donc après être affilié dans un deuxième temps et bénéficier, par exemple, moyennant leur cotisation qui n'est pas très élevée, mais de leur formation ou de leur apéro, enfin de leur réseautage. J'ai pas su. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, mais ça a un peu plus d'1 an d'ancienneté, qu'on soit principalement affilié à l'URSSAF ou à la CCI, on peut toutefois, à partir du moment où on dit qu'on a un chiffre d'affaires de 1 € minimum, être quand même rattaché à, par exemple, la Chambre des métiers. Tout à fait. Vous ne pouvez pas, vous pouvez, dans le cadre de votre activité, être et dépendre de 2 chambres consulaires. Je prends un exemple tout simple. Vous faites de la restauration. D'accord ? Je crois qu'il n'y a pas de cas aujourd'hui. Mais vous faites de la restauration. Il faut savoir que si votre restaurant ou votre entité de restauration fait de la restauration sur place, vous allez dépendre de la Chambre de commerce. Et si vous faites de la restauration à emporter, vous allez dépendre de la Chambre des métiers. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un restaurant et qui va à la fois faire du surplace et du emporté, comme 98% des cas aujourd'hui, va n'avoir une seule entité juridique, mais qui va dépendre de 2 chambres consulaires différentes. Donc, vous pouvez très bien être dans un cas, ça peut arriver, où votre activité va dépendre de 2 chambres consulaires différentes. Tout à fait. Alors après, il y a des subtilités. Et pourquoi Il y a des subtilités, effectivement. Si vous allez déclarer en activité secondaire que vous êtes une activité qui va dépendre de la Chambre des métiers, ben oui, vous aurez accès vous dépendrez aussi de la Chambre des métiers. Et ça se fait à quel moment? Dans un deuxième temps Quand vous avez déclaré votre activité, on va vous demander quelle activité principale vous avez et quelle activité secondaire. Donc, vous allez déclarer comme activité principale l'activité principale qui va dépendre de la Chambre de commerce, par exemple, ou de l'URSSAF. Et en activité secondaire, si vous voulez développer une activité artisanale ou déclarer une activité artisanale, le transfert de votre dossier au CFE compétent, CFE qui veut dire centre de formalité, se fera automatiquement à la Chambre des métiers. Voilà. D'accord, donc on n'a pas de démarche particulière à faire. Non. Donc si moi je m'inscris sur l'URSSAF et que j'indique en activité secondaire… L'URSSAF transférera, exactement, l'URSSAF transférera au CFE de la Chambre des métiers votre activité. Bon, par contre, du coup, après, comme on doit passer par l'URSSAF, d'être en lien avec une chambre consulaire ou 2. Ouais. Bon, après, je connais pas le fonctionnement de la Chambre des métiers et de savoir qu'est-ce qu'ils amènent comme atelier ou comme
Ou comme, Il y a beaucoup de formations. Ils ont un catalogue formation assez important à des prix quand on est adhérent. Ah oui. Ouais. Mylène, est-ce que du coup, pardon, est-ce qu'on peut leur, justement, quand on est affilié à eux, enfin leur catalogue de formation, est-ce qu'on peut aussi leur en proposer ou est-ce qu'ils peuvent... Alors, tu peux déjà être adhérente même si tu n'es pas affiliée. Enfin, je ne sais pas quel est le terme exact. Moi, je reçois Par contre, je ne bénéficie pas forcément des mêmes prix que quand on est chez eux. D'accord. Et contrairement, je trouve, à la CCI qui est super chère sur beaucoup d'aspects. Alors, bon, après, Julien, tu pourras peut-être en dire plus, tu les connais mieux que moi, mais moi, le peu que j'ai vu à chaque fois, c'était toujours tout très, très cher. Donc, moi, je vais être à l'URSSAF. J'aurais bien aimé, du coup, être aussi rattachée aux 2 chambres consulaires, mais je vais devoir choisir, du coup, entre Chambre des métiers ou la CCI. Donc, je vais plutôt aller à la Chambre des métiers. Non, vous pouvez être aux deux. Et si je suis à l'URSSAF? Eh bien, l'URSSAF, peu importe. Vous pouvez dépendre de 2 chambres consulaires différentes. C'est pas le problème. Vous pouvez dépendre. Oui, mais alors ça veut dire que je vais indiquer. Il faut vous déclarer en activité secondaire, parce que ça ne sera pas votre activité principale. Il faut vous déclarer une activité secondaire qui dépend de cette chambre de métier. Oui, je suis d'accord, mais du coup, mon activité principale va être sur l'URSSAF, le coaching. Pas grave, oui. Et après, donc, activité secondaire, création artistique de Pau, éveil du Var. Donc là, chambre des métiers. Je ne peux pas mettre une activité tertiaire. Je ne crois pas. Oui, voilà, donc je ne peux pas aller à la chambre à la CCI, mais bon, c'est pas grave. Non, mais vous ne pourrez pas manger partout, c'est pas possible. Disons que l'URSSAF n'apporte aucun réseautage, aucun support. Voilà, la CCI, il y a le COBIS, il y a le. Bon, il y a d'autres. Enfin, non, pardon, ça c'est l'UPV, enfin UPV CCI, je crois. Non, j'aurais bien aimé, mais c'est pas grave, je prendrai la chambre des métiers. Merci. D'accord. Je croyais que CCI, tu l'étais forcément. Parce que tu vas être comment, libéral, du coup, pour le coaching? Ouais, du coup, c'est l'URSSAF. Et en secondaire, parce que je le souhaite, parce que je le veux. Oui, d'accord, pardon. Okay. Voilà. Mais à la rigueur, j'aurais même pas besoin d'être à la chambre des métiers, hein, parce que bon, mais en fait, c'était la subtilité qu'ils m'avaient donnée parce que je voulais moi être rattachée à eux, mais en cas de coaching, c'était pas possible et voilà. Donc ils m'ont donné cette subtilité-là. Je vais les contacter parce que moi j'ai pas mal de formations encore à faire. Par Julien, je te fais passer les coordonnées de mon contact si tu veux. Ok, je veux bien, ouais, avec plaisir. Merci. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Allez, on va continuer un petit peu. Et on arrive de toute façon normalement sur la fin, si je ne m'abuse. BGE PAM, nos services, voilà, je l'ai dit en introduction, donc l'accompagnement individuel dans le cadre d'un contrat financé et pris en charge par la région Sud, qui s'appelle le MPE, donc mon projet d'entreprise, où effectivement c'est un accompagnement d'1 an qui va vous permettre d'avoir accès dans un premier temps à un diagnostic, à une analyse de votre projet et à un travail de construction de ce projet, donc une construction avant la phase d'immatriculation, mais qui peut aussi effectivement se transformer et s'orienter aussi vers un accompagnement post-création, donc un soutien que vous pourriez avoir, dont vous pourriez avoir besoin après votre immatriculation, parce que l'immatriculation d'une entreprise, c'est un peu comme le permis de conduire, hein, c'est-à-dire que vous ne savez pas conduire quand vous avez le permis, vous apprenez après à conduire. Donc l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous êtes immatriculé que vous êtes un réel chef d'entreprise. C'est après que vous apprenez à le devenir tout au long de votre activité de chef d'entreprise. Donc, on a aussi cet accompagnement individuel qui se fait. On distille des formations comme il est noté sur ce joli slide sur la création d'entreprise, une formation qui dure 5 jours, qui sont finançables par le CPF et qui sont distillées par Laurent, ici dans les bureaux de Toulon, qui sont assez profondes, donc avec des intervenants extérieurs, notamment une agence de communication qui vient intervenir. Et bon, 5 jours, ça permet effectivement de bien creuser, de bien travailler, même si ce sont des formations collectives, ça permet effectivement de creuser et d'analyser et d'aller plus loin dans votre projet personnel sur les différents points qui vont vous permettre de constituer les éléments constitutifs de votre projet. Essentiellement, c'est les services qu'on apporte à la BGE. Oui, si je peux me permettre, moi, c'est une formation que j'ai suivie
en octobre 2019, justement, avec Monsieur Bail à Toulon, sur 5 jours. Et c'est vrai que c'est très bien pour vraiment mettre en place déjà initier le projet et mettre en Exactement. place tout le business plan. Après, effectivement, ça se retravaille en long, en large et en travers, mais c'est Ouais. vraiment très, très bien comme formation sur 4 jours. Ah Enfin, bah 5 après, jours, pardon. exactement. Après, c'est pas l'accompagnement ou la formation, c'est un outil Hum, qui peut effectivement permettre de commencer sur de très bonnes bases, après d'enchaîner sur un accompagnement individuel, hein, ça pose pas de problème parce que on reste, comme je le disais, dans des formations collectives. Donc, on ne va pas être dans un échange individuel d'un projet et travailler particulièrement sur un projet, mais le fait que le format dans lequel on le développe permet effectivement de dégrossir et de dégrossir largement et de vous permettre de partir sur des bases plutôt sereines et solides pour savoir comment vous allez travailler, vous allez devoir travailler votre projet pour lui donner toutes les chances de réussir. Qui sera après, effectivement, dans la plupart du cas d'ailleurs, complété et finalisé par cet accompagnement individuel qui peut être une bonne alchimie entre les deux dispositifs. mhm. On arrive un petit peu à la fin, je pense, Marc, un petit peu de cette session qui était plus ou moins personnalisée. Donc ça, c'était très, très positif et on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de points liés justement à ce statut, entre guillemets, de micro-entreprise. Est-ce que vous avez encore quelques questions, hein, parce qu'on n'est pas à 3 minutes près avec Marc, on avait prévu large justement pour pouvoir répondre au maximum de vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'en aurais une, c'est parce que je suis RQTH, donc, et normalement, donc, j'ai le droit à une subvention de la GFI. Oui. Et je voulais savoir si je suis limité dans le temps, ça veut dire, est-ce que je dois la demander oui. tout de suite Oui. ou alors est-ce que je peux attendre, par exemple, parce que j'aurais Non. besoin peut-être de cette subvention que dans 1 an ou 2 pour acheter un véhicule, par exemple. Non, attention, la demande de subvention AGFIP dans le cadre d'une classification RQTH se fait automatiquement et obligatoirement avant l'immatriculation. Donc, vous devez faire la demande auprès de l'UPV, qui est l'organisme, ou l'institution, pour être plus exact, référente par rapport à la GFIP. Vous devez faire la demande avant l'immatriculation. Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est contacter, si vous êtes trop court, moi j'ai eu le cas d'une personne là, c'est contacter l'UPV pour leur demander déjà une dérogation. Alors ça arrive de temps en temps, l'AGFIP accorde des dérogations sur le fait d'instruire les dossiers après l'immatriculation. Mais au départ, si vous n'avez pas accès à cette dérogation, toute demande de subvention AGFIP postérieure à l'immatriculation sera refusée, ne sera pas traitée. Donc vous devez effectivement contacter l'UPV, puisque c'est l'organisme dans le Var qui s'occupe de ça, pour effectivement rencontrer quelqu'un de l'UPV. Vous allez avoir un premier rendez-vous avec quelqu'un de l'UPV, vous allez avoir un deuxième rendez-vous avec le comptable de l'UPV, parce que pour obtenir cette subvention, il faut que vous puissiez transmettre des éléments. Alors, on parle de business plan, ce n'est pas réellement un business plan, des éléments financiers pour que la GFIP puisse juger ou non de la viabilité de votre projet et de la déclaration et de l'obtention de cette subvention. Alors, pour ça aussi, pour faire un petit complément d'information, pour obtenir ces 5 000 €, parce que ce n'est pas de 1 à 5 000 €, c'est 5 000 € la subvention, c'est comme ça. Vous devez justifier d'un apport personnel de 2 500 €, c'est le premier point. Oui. Et deuxième point, vous aurez effectivement, vous allez signer une sorte de contrat avec la GFIP où vous vous engagez à ce que votre activité soit encore en activité, si je puis dire, au bout d'1 an. Voilà. Si tant est que votre activité soit plus réelle au bout d'1 an, vous devrez rembourser la subvention que vous aurez perçue. D'accord. Mais par contre, faites moi, la demande à l'UPV en amont, surtout avant l'immatriculation, ou si tant est que vous soyez pris par des délais pour l'immatriculation, vous appelez l'UPV pour leur demander les conditions d'une éventuelle dérogation qui vous serait donnée. Oui, donc il faut que je me dépêche parce que comme je me suis déjà inscrit pour l'immatriculation au mois de février. Moi, je les appellerai aujourd'hui, l'UPV, si j'étais vous, pour leur expliquer votre situation. D'accord. Ok. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a vraiment de gros changements dans le statut de l'auto-entreprise, de la micro, pardon, cette année? On est bien d'accord, il n'y en a pas. Non, il n'y a rien. Okay. D'accord.
Bon, après comme je vous le disais, je vais être tout à fait honnête avec vous et transparent. Moi, je suis arrivé il y a 5 mois. Donc, ce qui se passait dans votre entreprise il y a 10 ans, je ne le maîtrise pas, mais de ce que je sais, de ce que j'ai pu voir depuis les 5-6 mois que je suis là, et de ce que j'ai comme information sur les temps qui vont arriver, il n'y a rien, il n'y a pas de transformation. Alors, il y a une chose qui est en pourparlers, mais que j'ai vu passer, mais je n'ai pas voulu la regarder réellement parce que ça m'a fait peur. C'est l'augmentation des cotisations sociales qui passerait de 22 à 28%. Mais pour le libéral, non? Céline, pour le libéral. soyons positifs aujourd'hui. C'est juste une chose que j'ai vu passer comme ça, que j'ai regardé avec l'œil droit à moitié fermé, pour pas, voilà. Mais après, il faut quand même être lucide, c'est qu'à un moment, cette crise sanitaire va et a engendré une crise des investissements de l'État qu'il faudra malgré tout rembourser. Donc, on sait très bien que l'effort sera demandé à tout le monde, entreprises et particuliers. Donc, entreprises, ça ne me choquerait pas et ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement, il y ait un relèvement des cotisations sociales. Alors, je ne m'engage pas, je ne suis pas au ministère de l'économie et des finances, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié quand même. Mais Marc, vous n'avez pas dit l'autre fois. C'est une chose que j'ai vu filer comme ça devant mes yeux, sans y prêter plus attention que ça. Rien n'est validé, mais j'ai vu passer effectivement quelque chose, mais pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Vous ne nous avez pas dit surtout, Marc, que ça concerne, enfin, bon, moi, ça va me concerner du coup, mais que ça concernait surtout les libéraux? Ouais, mais je pense qu'ils vont élargir le dispositif. Ouais, je pense qu'ils vont élargir le dispositif. J'ai une question sur l'aspect assurance. La seule qui est obligatoire, c'est à la RC Pro ou régime prévoyance obligatoire? J'ai noté dans une vieille réunion au tarmac avec AXA. Alors, si le tarmac, ça doit être bien. AXA, je pense qu'ils prêchent pour leur paroisse, ce qui est normal. Mais non, il n'y a pas d'obligation d'assurance complémentaire. Juste la RC Pro. Ah oui. Par contre, pour info, moi j'ai découvert récemment que c'était, je l'avais entendu parler, mais je ne m'étais pas penchée plus. Mais quand on fait du service à la personne, on est obligé de dire qui est notre médiateur. On est obligé d'annoncer un médiateur. Et alors au tarmac, nous avons Liliane. Ça ne suscite pas de remarques? Non. Barbara, pardon, c'est pas Liliane, c'est Barbara. Livorel. Je viens pour info. Oui, mais c'est... Oui. Non, mais c'est important de le savoir. On doit afficher sur notre site internet, là où on reçoit des clients, etc., que notre médiateur est un tel. D'accord. Effectivement, service à la personne. Et effectivement, au sein du tarmac, au sein des 30 adhérents pour l'instant qui tournent entre guillemets autour du tarmac, à l'intérieur, on a effectivement Barbara qui est affiliée entre guillemets médiateur. C'est pas entre guillemets, c'est le cas. Et du coup, moi, je vais voir avec elle pour tous mes thérapeutes, coachs et praticiens bien-être. On va signer une convention. C'est gratuit à l'année. On ne paye que si on a un litige, quoi. Enfin, si on a une médiation. Donc, c'est vachement intéressant. Et moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport au compte bancaire tout à l'heure que l'on évoquait. C'est que, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si vous me contredirez, Marc, je crois qu'un compte bancaire de type professionnel est demandé si l'on opte pour le prélèvement au niveau de l'URSSAF, prélèvement des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'il refuse de faire un prélèvement si c'est sur un compte courant personnel. Dans ce cas-là, on est obligé de payer par carte bancaire. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, on a tout intérêt aussi, effectivement, comme vous le disiez, d'avoir un compte bancaire professionnel. Et il y a des banques qui sont tout à fait abordables pour les micro-entreprises. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont tout à fait abordables. Lesquelles, Céline? Le Crédit Agricole, c'est de loin le plus intéressant. Puisqu'on est sur une cotisation de 3 € par mois. Après, c'est une cotisation qui peut augmenter en fonction du chiffre d'affaires. Mais pour 3 € par mois, voilà, c'est de loin les moins chers. Si vous faites le tour des autres banques, on est plutôt aux alentours de 20 voire 30 € sur des comptes bancaires. C'est astronomique, tout à fait. Donc, c'est une bonne info, le fait que je ne vais pas, moi, dans l'instruction des dossiers jusqu'à là, jusqu'à la sélection de la banque. C'est super important. Ça peut effectivement m'intéresser pour donner l'info aux futures personnes que j'accompagne. Effectivement, Crédit Agricole, je vais le noter. D'accord. Pour rester dans cette thématique, est-ce que quelqu'un a entendu parler de Shine ou utilise Shine?
De quoi s'agit-il? C'est en fait une banque. Alors, le seul truc, c'est qu'on peut pas difficilement caisser les chèques. Il faut les envoyer. Il n'y a pas de guichet physique. Par contre, ils proposent du coup un système de logiciel de comptabilité associé. Alors ça, c'est la banque. Sinon, il y a également, a priori, gratuitement, koala.me. Vous connaissez? Si quelqu'un connaît. Non, moi, personnellement, je ne connais pas. Après, vous n'avez pas de comptabilité en micro-entreprise. Oui. Pardon, moi je voulais juste revenir sur ce que Céline, tu disais par rapport justement, donc comment, attends, c'est quoi vraiment ces prélèvements par l'URSSAF? Enfin, qu'est-ce qui Oui, t'oblige à c'est-à-dire prendre... que tous les Oui, mois, tu sais que tous les mois, tu dois automatiquement déclarer ton chiffre d'affaires oui. à l'URSSAF et donc payer les charges sociales qui y correspondent. Oui. Il y a plusieurs possibilités pour le payer. Soit effectivement, on peut envoyer un chèque à l'URSSAF, Oui. ou on peut payer par carte bancaire, ce qui est fortement recommandé, ou opter pour un prélèvement automatique. Et ce prélèvement se fait, c'est-à-dire que si, par exemple, pour la déclaration du mois de janvier, par exemple, le chiffre d'affaires du mois de janvier va se faire dans le courant du mois de février. Et si on opte pour le prélèvement automatique, elle sera prélevée à la date limite de déclaration qui est le 1er mars, donc un mois plus tard. Mais pour pouvoir opter pour ce prélèvement automatique, l'URSSAF bloque les prélèvements quand ça vient, quand ça doit se faire sur un compte personnel. Voilà, il faut que ce soit un compte professionnel. Je t'en prie. Ok. Mais par contre, si c'est notre carte bancaire perso, ça fonctionne. Pas de souci. Ça marche, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, on n'est pas obligé d'utiliser. Alors, si, enfin, on peut utiliser notre propre carte bancaire ou la carte bancaire qui sera sur le compte. Du coup, bien sûr, ça peut être ta carte bancaire personnelle comme ta carte bancaire professionnelle si tu as un compte professionnel. Les deux sont possibles. Merci. Mais d'un point de vue comptable, c'est peut-être plus simple d'utiliser celle de la société. Oui, complètement. Oui. Par contre, Marc, du coup, on ne déduit aucune facture pour payer les cotisations. Donc, en fait, voilà, on paye son chiffre d'affaires brut encaissé, mais on peut payer ce qu'on veut avec ce qu'on a sur le compte de la société. Inviter quelqu'un. Non, mais ça, c'est bien. Contrairement à certaines sociétés où, en fait, il faut que ce soit toujours lié à l'objet social ou les... Là, en l'occurrence, je veux acheter des cahiers, de la fourniture, je veux inviter quelqu'un à déjeuner, je peux utiliser l'argent qu'il y a sur le compte de la micro. Il faut intégrer une chose, c'est que le chiffre d'affaires de votre micro-entreprise, c'est votre salaire. Oui, donc, le chiffre d'affaires moins l'URSSAF, moins les cotisations que vous avez à payer, c'est votre salaire. Donc, quand vous travaillez dans une entreprise et que vous avez un salaire, vous en faites ce que vous en voulez de votre salaire. Là, c'est vrai, c'est considéré comme votre salaire. Attention à effectivement intégrer et à déduire en amont ces cotisations sociales que vous allez avoir à payer. De toute façon, à ce que vous ne vous retrouviez pas dans un décalage par rapport au chiffre d'affaires que vous allez réaliser et par rapport à ce que vous aurez à payer au titre des cotisations. Mais c'est votre salaire. Au niveau fiscal, quand vous allez remplir votre déclaration d'impôt, alors c'est le formulaire 2042C, c'est un formulaire spécifique, vous allez noter le chiffre d'affaires que vous avez fait sur l'année. Et ça va être pris. Et on n'enlève pas ce qu'on a payé en cotisation, rien du tout. Non, vous notez votre chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires qui va être intégré, qui va servir de base de calcul pour déterminer votre revenu fiscal de référence. Voilà. Tout est basé sur le chiffre d'affaires. Par contre, a priori, on doit quand même garder au moins 5 ans les factures. C'est 10 ans, je crois. Je crois même que c'est 10 ans. C'est passé à 10 ans. Ok. Est-ce qu'on est tout bon? Ou est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non, enfin moi j'aurais peut-être une question, mais c'est peut-être à part hors caméra, c'était à Céline, c'est par rapport à Pôle emploi, mais si je peux la garder 2 secondes, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. ou si on peut se donner, échanger. Voilà. Voilà, par Julien, si tu envoies ton adresse mail à Julien, il me la transmet et on échange, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup Céline. Je t'en prie. Alors, s'il n'y a plus de questions, donc, du coup, ce qui est important, c'est de voir que, effectivement, vous avez eu
une bonne partie et presque la totalité, voire si ce n'est pas 120% entre guillemets, des informations liées aux micro-entrepreneurs 2021. Donc ça, c'était important. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau du tarmac, au niveau de l'espace de coworking, le tarmac situé au Luc-en-Provence par la communauté de communes Cœur du Var, vous avez en fait, n'oubliez pas que vous avez accès gratuitement à plus de 15 partenaires qui sont présents soit chaque semaine, soit tous les 15 jours, soit chaque mois, dont fait partie Marc, au niveau de la boutique de gestion Varax et Conseil, agence de Toulon. Et je reviens un petit peu sur aussi le côté UPV. L'UPV est présente, la chambre de métier est présente, la chambre de commerce est présente. On a des financeurs comme Var Initiative, comme l'ADI, comme France Active, comme Créasol. On a aussi des coopératives d'emploi et d'activité, des couveuses entreprises, donc Boréal Innovation, Peta Patrimonia. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. C'est des organismes, quoi qu'il arrive de toute façon, qui ont leur siège la plupart du temps à Toulon, mais qui font l'effort, entre guillemets, de venir gratuitement au plus près de chez vous, c'est-à-dire au Luc-en-Provence, ce qui permet de ne pas être trop loin. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que vous avez tout à fait la capacité, toujours gratuitement, de vous accrocher au groupe Facebook du Tarmac. On a à peu près 330, 340 là, en ce moment, où quotidiennement, vous avez une dizaine d'informations, pareil, sur des actualités économiques, fiscales, juridiques et un petit peu locales. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et dès que vous aurez démarré, dès que vous serez de toute façon immatriculé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, officiellement, là, encore pendant quelques temps, le Tarmac est fermé au sens physique du terme par rapport à des contraintes Covid, etc. Mais on a mis en place en fait des groupes de parole, des groupes de contact sur WhatsApp. Vous avez tout à fait la capacité de pouvoir échanger entre vous des informations et puis voilà, de faire votre réseau professionnel et de pouvoir un petit peu lier un peu plus de contacts sur le territoire. Donc ça, ce n'est pas un souci. Dès que vous êtes immatriculé, vous revenez vers moi. Moi, je vous mets dans ces groupes-là, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que ce type de webinaire, maintenant, on le fait tous les 15 jours. La prochaine fois, dans 15 jours, ça sera la chambre de métier. 15 jours après, ça sera une couveuse d'entreprise. Après, on aura des microcrédits. Voilà. Donc, on essaie de vous donner un maximum d'informations et ça reste toujours gratuit. Donc, il faut simplement surfer un petit peu sur le groupe du Tarmac sur lequel on met l'info ou plus généralement, de toute façon, sur les réseaux sociaux liés à Cœur du Var, sur la newsletter, sur notre site internet. Tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. L'objectif, c'est vraiment de vous dire, vous avez des partenaires qui font l'effort de venir. N'hésitez pas à venir dans le cadre de ces permanences gratuites là, au Tarmac. Le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, les webinaires tous les 15 jours. Et forcément, dès qu'on réouvre de manière un peu plus simple, dès qu'on nous le permet, effectivement, vous aurez accès, Mylène peut en témoigner, où vous avez accès 2 jours par semaine à un espace de coworking sur lequel vous avez des éléments pour pouvoir travailler et un réseau et tout ce qui s'ensuit. Et c'est relativement important de ne pas rester isolé. Et une ambiance et un soutien. Une ambiance. Et on ne fait pas que boire. J'ai vu sur le groupe, l'ambiance est sympa déjà. Non, c'est important. Sur place aussi. Voilà, sur place et à emporter, comme on dit en ce moment, c'est un petit peu le côté rigolo. Mais voilà, c'est important de surtout pas rester isolé. Marc sera tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Il faut, comme le disait Marc, il y a ces formations collectives, il y a cet accompagnement individualisé. C'est super important de véritablement prendre un max d'infos, de se faire entourer pour bien démarrer. Parce que si vous démarrez à côté, c'est-à-dire sous-entendu, vous n'avez pas le bon enrobage juridique, fiscal et social, c'est compliqué. Donc, il faut effectivement bien construire votre projet, études de marché, études financières. Après, faire l'enrobage, un des aspects dont on a vu aujourd'hui sur une particularité. Donc, voilà, plus vous êtes accompagné, c'est bien, mais il ne faut pas se dire, maintenant, c'est bon, tout va rouler. Il faut continuer à être présent dans des réseaux, dans des groupes, dans des lieux. Par exemple, Mylène, quand tu as parlé de la chambre de métier sur ces aspects formation en continu, sur ces aspects réseautage, c'est super important. C'est comme ça que vous arriverez à prendre beaucoup plus de recul sur les aléas de la vie du chef d'entreprise. Parce que rester tout seul, pas dormir pendant 3 nuits parce que vous êtes chamboulé, c'est pas bon. Et le fait de pouvoir rencontrer des professionnels et d'autres chefs d'entreprise qui sont passés par ces mêmes difficultés et ces mêmes joies, parce qu'il y a aussi des joies en tant qu'être chef d'entreprise, c'est important. Voilà. Donc, n'hésitez pas, entre guillemets, à surtout ne pas rester isolé. Voilà, c'était un petit peu pour le mot de la fin.
Et Allez-y. Julien, juste, pardon, tu parlais de permanence. Pardon, Oui. je te dis, pardon, je sais pas trop. Vous Vas-y, parliez de vas-y. permanence, pardon. Et en fait, ce serait quand, du coup, ces permanences? Malgré tout, en ce moment, c'est possible, Oui, oui, c'est ça aussi? possible. On a réussi à les réactiver depuis le début février. D'accord. Donc, on a fait des protocoles, voilà, on a réussi à rentrer. C'est tout safe, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, oui. Vous êtes sur des entretiens personnalisés, individualisés au sein du tarmac. Voilà. Ce qu'on n'a pas pu réouvrir pour l'instant avec les mesures Covid, c'est l'open space, c'est-à-dire le fait d'être un espace de D'accord. travail partagé. C'est le terme Ah oui, ça, vous partagé me qui, l'aviez dit, ouais. voilà, qui pose un petit peu souci vis-à-vis des services de l'État. Mais par rapport à tout l'effort que font les structures qui sont partenaires avec le tarmac, et notamment avec la communauté de communes à Cœur du Var, ils ont réussi, et nous avons réussi, en fait, tous ensemble, hein, que ce soit en Ok. termes de protocole et en termes de personnes et de présence, à faire en sorte qu'ils soient présents là depuis début février. Donc, il y a des organismes qui viennent toutes les semaines, d'autres qui viennent tous les 15 D'accord. jours, d'autres qui viennent tous les mois. Voilà. Et ça, on le voit sur le groupe Facebook. Alors ça, Les vous avez les infos présences. sur le groupe Facebook. Elle tourne sur le groupe Facebook. Vous avez les éléments directs sur la page coworking sur le site internet de Cœur du Ok. Var. Moi, je les transmets, quoi qu'il arrive, à tous les organismes. C'est-à-dire Pôle emploi est au courant, la mission locale est au courant, voilà, tous les organismes, les CCI, tout le monde sait qui, quand, quoi vient. Si vous avez un D'accord. souci, de toute façon, vous me faites un mail. Hein, y a pas de, Ok. ne vous embêtez pas, vous me faites un mail, soit sur mon adresse pro Cœur du Var, soit sur l'adresse coworking. Vous me demandez qui vous voulez, moi je vous donne le contact direct, quand est-ce qu'ils Ok. viennent, etc. Il n'y a pas de, y a Bon, pas de souci. super. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on Julien, est... Ouais, je vas-y. peux mentionner Femmes des Territoires, le réseau d'entraide au féminin? Non, mais on est libre, hein, on a un groupe libre. Alors, les hommes, je suis navrée, c'est ouvert pour certaines réunions de lancement, mais sinon, en fait, c'est vraiment une plateforme avec des coups de pouce. C'est parti de Bretagne. Et l'idée, c'est vraiment, vous avez 2 mois pour tester la plateforme, sinon c'est 30 € pour les revenus minimum ou 60 € à l'année. Moi, je lance la coordination Var-Est. Pour l'instant, c'est la première dans le Var. L'idée, c'est d'avoir, il y a 2 axes. La synergie, les rencontres entre femmes, que ce soit à la retraite, que ce soit en reconversion, que ce soit salariés ou micro-entrepreneurs. En fait, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes dans l'idée de l'entraide, de l'échange, avec une fois par mois une rencontre, une fois par mois, le mois suivant, une montée en compétences à travers des webinaires, des ateliers. Donc, pour l'instant, c'est en digital. Du coup, par contre, on a accès à toute la France et ça restera avec un catalogue très large, très fort, puisque toutes les formations sont ouvertes à toutes les femmes de territoire de France. Et après, évidemment, la contrainte géographique fera que on se retrouvera en physique et ce sera plutôt les femmes varoises. Mais si tu veux bien, Julien, je te fais passer un petit message pour ça, Bien si tu veux sûr. bien diffuser Bien sûr. à tout le tarmac. Bon, c'est essentiellement les femmes qui le liront, mais c'est vraiment une plateforme que j'ai découvert récemment et qui est super sympa et avec des axes de valeurs qui me correspondent bien en tout cas. Il n'y a pas de souci, Mylène, sans aucun souci. On arrive à la fin, hein. On avait prévu 1h, 1h30, on est sur 2 heures, mais je pense que c'était important vu le fait qu'on était un petit groupe de pouvoir échanger au maximum. Donc, merci Marc, hein, merci au réseau BGE, merci de ta patience, merci de tous les conseils que tu as pu nous apporter, c'était très important. Vous retrouverez Marc tous les mois, hein, 2e mardi de chaque mois, il sera là, prêt à vous recevoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez eu toutes les infos du tarmac, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. On va arrêter. De toute façon, on était en mode enregistrement. Donc, vous étiez tous sages comme des images. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas eu trop de boulettes. L'objectif, c'est simplement de pouvoir faire un replay dans quelques semaines pour les gens qui n'ont pas pu malheureusement être présents et pouvoir continuer à diffuser l'info. Marc, je te laisse le mot de la fin. Et puis après, on coupe et il est 11h pile. Et voilà, on est tout bon, quoi. Écoute, je vais avoir du mal à finir et à compléter ce que tu dis. Je voulais vous remercier de votre accueil et de votre écoute. Voilà, je pense que Julien a dit l'essentiel des choses. Vous avez des structures autour de vous qui sont là pour vous accompagner. Profitez-en un maximum parce qu'on n'a jamais assez d'informations, on n'a jamais assez de communiquer, on n'a jamais assez de retours d'expérience qui peuvent effectivement nous servir et nous éviter et vous éviter notamment
de tomber dans des pièges qui vont plus vous faire perdre du temps et vous causer des contrariétés. Donc, n'hésitez pas effectivement à échanger au maximum sur votre projet et à prendre le plus d'informations possible auprès de tous ces fabuleux partenaires du Tarmac et auprès du Tarmac, qui est une plateforme exceptionnelle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Marc. Merci. Merci à tous. Un grand merci. Ouais, merci beaucoup. Écoutez, au plaisir de la suite, au plaisir un petit peu. Et tu nous envoies la présentation alors, Julien? Oui, pas de souci. C'était prévu, c'est noté. Je note beaucoup de choses pendant que vous parlez, mais il n'y a pas de souci. Alors, on dit que les cons retiennent, les intelligents notent. Sur ce mot de la fin. Allez, merci à tous. Merci. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir tout le monde.